Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on parle de la franchise Ghostbusters. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Are you alive? It was extraordinarily bad. Bonne écoute. I think he can hear you, Ray. Don't move. It won't hurt you. Bienvenue à Liberty Island à New York. Aujourd'hui, on parle de SOS Fantôme 2, sorti en 1989 et réalisé par Evan Reitman, avec Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis, Rick Moranis, Ernie Hudson, Annie Potts et Peter MacNicol. Je suis Mathieu et aujourd'hui débute la saison du mal. Alors, bienvenue dans la rétrospective de SOS Fantôme, Ghostbusters, si vous préférez. La franchise, elle s'appelle toute en français, là, SOS Fantôme. J'étais quand même assez surpris là, après avoir enregistré le podcast la semaine passée, avoir préparé tout un peu là, pour publier l'épisode. Tout ça. Au complet, là, jusqu'à aujourd'hui, on appelle toujours ça SOS Fantôme. Avec les franchises là, comme la Guerre des Étoiles, qui n'existe plus comme la Guerre des Étoiles, c'est toujours Star Wars. On a gardé le nom de SOS Fantôme. C'est vraiment quelque chose qui m'a surpris avec toutes les recherches que j'ai faites par la suite. C'est sûr que, après le film de 1984, qui avait été un film à succès, là, qui était à l'époque le film, la comédie la plus rentable de l'histoire au moment, là, en 1989, là, où on s'en va avec le film d'aujourd'hui. C'est ça, on travaillait là, pour faire une suite au film, là, mais naturellement, on voulait faire de l'argent. On sachait qu'on avait une propriété là, qu'on pouvait élaborer. On avait eu même une série télé, là, The Real Ghostbusters, qui mettait en vedette pas mal le personnage de Slimer et nos 4 chasseurs de fantômes. Après ça, c'est ça. Dans le fond, la gestion à Columbia, là, où le film était produit, on avait des changements là, de producteurs qui étaient... on a eu un nouveau producteur que lui, dans son idée, là, M. David Putman, c'était pas vraiment là, dans ses ambitions là, de vouloir faire des gros films à budget. Il voulait faire une suite, mais essayer là, de comme couper dans les coups, puis pas trop... c'était un peu son idée, là, dans le fond, là, de faire plus des films à petit budget. Éventuellement, même ces films ont comme coulé pareil, puis on avait un peu plus de problèmes là, financiers là, à la Columbia. Fait que éventuellement, lui a été tassé de la production. On a eu quelqu'un d'autre là, qui est embarqué, là, Madame Dawn Steele, que avec tous les échecs financiers, on n'avait pas le choix là, de commencer à regarder, là, de faire un film qui aurait été rentable dans le fond, là, parce que là, on commençait à être dangereusement dans le rouge. Fait que c'est là où on a priorisé là, de faire une suite. On est 5 ans après là, la sortie du film initial, mais c'est pas que Ghostbusters n'existait pas. Comme j'ai dit, là, il y a une série télé, là, The Real Ghostbusters, qui passait à la télé. Excusez-moi. Mais c'est ça, moi aussi je l'écoutais là, dans ce temps-là. C'était une série là, qui marchait. On avait les jeux vidéo Nintendo. Dans le fond, là, les Ghostbusters étaient quand même encore présents là, jusqu'en 1988-89 quand on commençait à préparer sur le film. Mais c'est ça. Les acteurs quand même là, avaient eu... leur carrière là, à fleurissait. Dans le fond, c'était pas mal le coup d'envoi là, pour pas mal beaucoup des acteurs. C'est un petit peu un problème aussi là, pour les ramener ensemble. Parce qu'il y en a comme Dan Aykroyd que c'était pas trop certain. Parce que là, dans le fond, il y avait eu succès avec SOS Fantôme, mais après ça, il y a eu aussi des échecs beaucoup. Fait que, il faut la regarder aussi, voir si, mettons, les acteurs étaient rentables.
moi, je pense pas que c'est une question de ça en tant que tel. Les acteurs qui appartiennent à une telle franchise, peu importe s'ils ont des flops ailleurs, ben, on peut les ramener quand même là, dans les franchises où ils sont rentables. Techniquement, ils sont comme nés des fois pour tel rôle ou des affaires de même. Là. Mais c'est ça, fait que on va avoir travaillé là, dans le fond là, après là, qu'on a mis ça en priorité. Ben, on a commencé à travailler là-dessus. C'est sûr que les acteurs, ils demandaient beaucoup. Ben, tu sais, Bill Murray était rendu une grosse star. C'est lui qui avait commencé à demander là, un 10 millions pour jouer là, dans le film d'aujourd'hui. C'est trois alliés, dans le fond. Là, dans le fond, on va... La franchise des Ghostbusters va dépendre de pas mal 4 personnes. On va parler là, de, bien sûr, Bill Murray. C'est plus l'acteur, mais en même temps, c'est pas mal plus ça, là, dans le fond, là, pour une tête d'affiche. Mais bien sûr, avec Dan Aykroyd et Harold Ramis, qui sont les écrivains. Ben, Dan Aykroyd qui écrit le film, encore comme le premier film, il a écrit le script, puis dans le fond, Harold Ramis va l'avoir poli, dans le fond. Là, il va avoir ajusté des affaires, tout ça. Il va avoir pris le travail de l'autre, puis juste l'adapter. Ce qui trouve que lui-même, il se trouve meilleur à faire ça que d'écrire un script de rien. Là. Il trouve que c'est son talent. En tout cas, ça en tant que tel, il faudrait que j'analyse le restant qu'il a fait. Là. Il a fait beaucoup d'affaires quand même. Là, même d'autres collaborations avec Bill Murray, là, comme le jour de la marmotte, des affaires de même. Là, mais en tout cas, on parlera de ça ailleurs. Mais c'est ça, fait que il y a eu, ils se sont finalement entendus que pour baisser les coûts de la production, ben, chacun va prendre 10% aussi avec le réalisateur là, Evan Reitman. Puis c'est ça, on parle de 4 personnes, mais le quatrième, c'est pas Winston Zeddemore. Là. C'est le réalisateur, dans le fond, qui est une bonne partie aussi là, du succès du premier film. Fait que dans le premier script, dans le fond, on avait une histoire qui était totalement différente, mais on va avoir quand même gardé là, certains éléments là, Dan Aykroyd de son premier jet, si on veut, là, du scénario. On suivait quand même le personnage là, de Dana Barrett qui allait se rendre en Écosse, qui allait trouver une genre de bague, puis qui allait être comme transportée dans un autre monde. Puis finalement, ben, les chasseurs de fantômes vont aller essayer de la retrouver. Là, puis on allait avoir il allait passer au travers là, comme le portail ou quelque chose de même. Là, ça allait prendre 3 jours là, pour se rendre à l'endroit où Dana Barrett allait. Fait que, puis c'était comme souterrain, des affaires de même. Là, on va y voir regarder là, l'élément souterrain pour le film aujourd'hui. Ce qu'il voulait faire, dans le fond, c'est de sortir de New York, essayer de changer un peu les choses. On va en reparler pareil aujourd'hui de tout ça. Je veux dire qu'on garde pas mal des éléments du premier film, là, comme gardant aussi New York, tout ça. En tout cas, c'est une des affaires qui, tant qu'à moi, qui est pas grave. Quelque part de garder ça à New York, ça a du sens. Là, mais bon, on va en reparler tantôt, comme j'ai dit. Mais c'est ça, c'était un peu l'idée de base, mais c'est ça, on a gardé un peu l'élément souterrain puis tout ça, puis on a retravaillé à partir de là. Il y a Harold Ramis qui s'est mêlé là-dedans, puis lui il arrive, il dit bon ben peut-être qu'avec le passage du temps, là, ça fait 5 ans là, du premier film, fait que aussi bien me démontrer ça. Puis c'est ça, lui, dans le fond, avec l'idée là, d'amener un bébé, ben, ça va venir pas mal de lui. Il avait travaillé sur un film d'horreur avec l'idée là, d'un bébé maléfique, des affaires de même. Fait qu'il s'est dit, là, ben, on pourrait apporter là, cet élément-là qui semblait une bonne idée là, pour son autre projet. Alors, selon IMDb, le scénario va comme suit. Après l'extermination totale de tous les revenants dans la ville de New York, la joyeuse équipe de SOS Fantôme reprend du service. Quand leur amie Dana découvre que son bébé Oscar est l'objet de phénomènes paranormaux. Fait que le film, ben, tu sais, ayant pas vraiment de... Tu sais, il n'y a pas d'idée profonde, honnêtement, à part vraiment l'idée là, de le bien versus le mal. Tu sais, dans le fond, toute la ville de New York, toute la haine, toute... c'est ça qui va avoir inspiré beaucoup aussi là, Dan Aykroyd pour avoir écrit le film. C'est
c'est juste comme pas la méchanceté du monde, mais juste comme le monde qui devient plus indépendant. Tu sais, dans le fond, ça reflète un peu peut-être 2024, si on pense à ça un peu, où est-ce que le monde devient de plus en plus renfermé, plus de haine, plus ben, tu sais, où est-ce que le monde sont plus agressifs. Ben, c'est ça, dans le fond, qu'on va apporter avec comme toute la ville de New York là, qui devienne comme plus maléfique par le fait que la population, ben, c'est ça, tu sais, je veux dire, est toujours de plus en plus agressive. Puis ça fait comme plus une concentration de mal. Puis dans le fond, ben, tu sais, c'est ça. On va avoir le personnage de Vigo qui va être comme l'incarnation du mal suite à tout ça. Alors, le film, moi, la manière que je rentre dedans, là, comme pour la première fois que je l'ai vu au cinéma, puis, tu sais, quand il est sorti, je veux dire, quand j'étais jeune, j'avais même le livre Making of, tu sais, dans le fond, c'est un film que j'ai vu quand même plusieurs fois, là, mais c'est ça, mon retour est quand même assez... ben, tu sais, c'est comme, je me rappelle plus vraiment, tu sais, je me rappelle toute l'histoire globale, mais toutes les nuances, des affaires de même, là, en tout cas, c'est le film que j'avais le plus hâte, là, comme j'ai dit la dernière fois, à revisiter. Les affaires là, dans le livre de Making of, j'aurais tellement aimé ça, garder ce livre-là. C'est plate, là, où il y avait comme toutes des images. En tout cas, il y a des affaires que je me rappelle, puis je vais en parler aujourd'hui, je vais partager ça. Mais c'est ça qui est dommage. Puis comme je dis, ben, j'étais fan des SOS Fantômes dans ce temps-là. Pareil, j'avais comme la grosse base. J'avais des jouets. Là, je commençais à être vieux un peu, mais en tout cas, j'avais beaucoup de jouets des Ghostbusters. Entre les deux films, puis c'est ça, en tout cas, j'ai parlé de tout ça là, la semaine passée avec le premier film. Puis c'est ça, même avec la trame sonore du film là, aujourd'hui, ben ça, je me l'avais procuré, j'aurais aimé ça. Ça, je sais que je l'ai encore, mais dans une boîte là, dans le fond du sous-sol. Puis ça m'a pris, je pense, 2 heures à la retrouver là-dedans. Fait que je l'ai pas. J'aurais aimé ça juste la regarder là, pour m'embarquer là, dans l'ambiance du podcast, mais c'est ça. Ça aurait été trop compliqué le trouver. Mais c'est quelque chose que j'avais écouté en masse là, à l'époque. Fait que, puis ainsi le film, là, ben c'est ça, une fois qu'il est passé au cinéma, je l'ai revu par la suite. Pour moi, je le voyais là, pendant des années, pas mal le même équivalent que le premier film. Mais aujourd'hui, ben c'est ça. On va parler là, de des choses que je peux voir là, avec mon œil ultime du podcast. Mais c'est ça. Fait que, je parlais de des choses que carrément là, des choses que j'ai pas vues, puis que justement avec le podcast, là, il va avoir, sans spoiler nécessairement là, la fin du podcast, mais mon regard sur le film a beaucoup changé. Fait que le film ouvre, puis on nous dit tout de suite en partant qu'on est 5 ans plus tard. Je trouve ça intéressant, puis cool comme manière de marquer ça, vraiment noir sur blanc. T'sais, on sait d'où ce qu'on vient, on sait exactement qui qu'on vise comme auditoire. T'sais, on dit tout de suite, on est 5 ans plus tard. Souvent, c'est rare qu'on met ça tout de suite en partant dans un film. Mettons qu'on va mettre ça, on va mettre ça. On va avoir une scène avant, puis où on va avoir une récapitulation du premier film, quelque chose de même, puis après ça, ben, dans le bas de l'écran ou un écran noir qui va être marqué 5 ans plus tard, ça va être écrit, là, mais pas directement en partant. Puis j'ai toujours trouvé ça intéressant comme entrée de film. Fait qu'on peut voir du slime qui sort du sol, puis Dana Barrett avec son carrosse, ben, elle va passer dedans. Tout tranquillement, là, c'est clair que c'était pas Sigourney Weaver puis son carrosse qui poussait, là, ou sa poussette, là, si vous préférez, qui passait dans le slime. Là, c'était clairement un autre acteur, là, parce que je veux dire, la cadence n'est pas comme Dana Barrett là, qu'on voit là, dans la scène suivante. Dana Barrett, toujours jouée par Sigourney Weaver, que depuis le dernier film, ben, elle avait fait son retour dans Alien.
ou Aliens plutôt de James Cameron. Dans le fond, sa carrière là, avait fleuri là, phénoménalement. Là. En tout cas, je ne sais pas si c'est un mot, mais ça va être un mot pour aujourd'hui. Puis c'est ça, dans le fond, là, c'est un. Je veux pas dire l'actrice de l'heure, mais elle avait quand même là, fleuri beaucoup. En comparant pas mal tous les autres acteurs, dans le fond. On va voir l'introduction là, de Ray Stantz, Dan Aykroyd, dans le fond, que dans le fond, lui, comme j'ai dit, il y a eu quelques flops, tout ça, mais ils ont joué dans 3-4 films chacun, là, pas mal tout, dans le fond, là, c'était des flops, là, ou des films qui étaient mal reçus, des affaires de même, là. Fait que... Mais c'est ça, fait que ça va peut-être être juste Winston qu'on va. L'acteur Ernie Hudson, que lui va avoir eu quand même une bonne carrière entre les deux films. Oui, il y a eu beaucoup de films télé, des affaires de même, mais en regardant son IMDb, c'est comme il y a beaucoup de travail entre les deux. Puis c'est ça, fait que. Mais dans le fond, c'est ça. En retournant au début. Dana Barrett, elle, c'est ça, on découvre tout de suite que finalement, elle pousse une poussette. Fait que son enfant à bord, on peut peut-être penser que c'est l'enfant là, de Peter Venkman et de elle. Ce qui était le fun, ce que j'ai découvert sur le film aujourd'hui, c'est que dans le plan initial, ça devait être l'enfant de Peter Venkman et de Dana Barrett. Eux autres, ils devaient rester ensemble encore. Je veux dire, dans le fond, leur relation avait bien marché là, suite au premier film, pas dans le fond le chaos qu'on va découvrir pendant tout le film. Puis elle, Bill Murray, dans le fond, va avoir, je trouve ça vraiment le fun comme acteur, à quelque part, que c'est peut-être pas juste lui, là. Je ne vais pas prendre ça juste sur Bill Murray, mais que supposément que lui arrive et il dit que ça aurait été plus intéressant que justement qu'ils ne soient plus ensemble, que dans le fond, ça a mal viré. Peut-être aussi comme justement là, les Ghostbusters, dans le fond, là, leur business a mal viré par la suite. Fait que tout, dans le fond, vire au chaos tout de suite au premier film. Puis qui, dans le fond, ils doivent refaire leur réputation au début du film. Mais Bill Murray, lui, c'est ça, il arrive que le focus est trop sur Bill Murray et Dana Barrett, puis dans le fond, ça laisse moins de place pour les autres acteurs. Fait que ça vient-tu vraiment juste de Bill Murray? Parce qu'en même temps, souvent, les acteurs sont souvent, c'est les autres qui veulent ramasser tout le maximum du gâteau. Couper le gâteau en 4, je trouve ça quand même... intéressant si vraiment Bill Murray est arrivé puis il a dit ça. Honnêtement, là, comme acteur, je veux dire, il faut vraiment qu'il aime le monde qu'il travaille avec. Sur le premier film, dans le fond, l'ambiance était vraiment excellente. Puis c'est ça, dans le fond, des fois, il y avait des lignes qui étaient écrites pour un puis il donnait aux autres pour vraiment équilibrer vraiment l'équipe. Puis, ça se peut que justement qu'on a essayé de garder ça pour le film d'aujourd'hui. Avant le film, dans le fond, quand justement on n'était pas trop sûr de savoir si maintenant on pouvait ramener tout le casting du premier film, justement on avait eu une rencontre avec les 4 acteurs pour justement les 4 principaux contributeurs plutôt, parce que je pense que Ernie Hudson n'avait pas rapport là-dedans. Mais c'est ça, on voulait juste être sûr que tout le monde pouvait retravailler ensemble, puis pouvoir bien s'entendre, puis finalement, avec le film d'aujourd'hui, on comprend que ça a bien été. Probablement aussi que, je veux dire, avec un pote au milieu de la table, qu'on disait que ce pot d'argent-là va être vraiment payant. Fait que c'est sûr que des fois, je pense que les gens aussi sont capables de mettre un peu leur orgueil de côté s'il y a quelque chose. Mais c'est ça, fait que on va découvrir, c'est ça, le bébé Oscar, dans le fond, lui, qui est joué par 2 bébés, dans le fond, la poussette, elle est attirée tout d'un coup. C'est ça un petit peu qui va être, qu'est-ce qui attire vraiment Oscar, qu'est-ce que Vigo va... Pourquoi est-ce qu'il va être attiré tant que ça vers Oscar? Est-ce que, je veux dire, c'est là avec le slime, ils ont roulé dans le slime au début, puis là, dans la poussette là, va faire là, son rapide et dangereux, là, en train d'esquiver tous les chars dans le trafic, les enfants dans le même. Là. Puis, finalement, pour finir là, sur la première avenue, au milieu là, du trafic, puis, ça va être ça notre introduction. Là. Mais c'est ça, je veux dire, c'est quoi exactement? C'est-tu, après ça, Yana,
Tenoch qui veut que lui, aussitôt qu'on entend parler de bébé, il va penser au bébé de Dana Barrett. Ou c'est Vigo qui voit Dana à la bibliothèque, là, pas la bibliothèque, là, mais le musée de restauration, tout ça. C'est comme un peu, ça vient de tous les sens. Peut-être que justement, c'est tout ça ensemble qui font que c'est la personne là, qu'on va traquer là, pour le film. Là, bon, en tout cas, c'est ça, c'est un peu trop, ça vient de tous les sens, mais c'est quoi vraiment là, la raison? Moi, honnêtement, je pense que c'est plus parce que c'est l'actrice du premier film, puis on veut la ramener. Mais c'est ça, fait que on a notre générique là, qui est dans le fond, on va nous montrer le nouveau logo là, avec un 2. Que quand j'ai écouté le film, dans le fond, avec William, dans le fond, mon garçon, il m'a fait cliquer une affaire. Parce que là, je me dis, même plus tard, on va voir les costumes là, de nos chasseurs de fantômes, qu'eux autres, ils vont avoir même adapté là, leur logo avec un 2 dessus. Mais il m'a bien fait réaliser que ça pouvait aussi être un signe de peace au lieu d'un signe 2. C'est quand même... moi, j'ai trouvé ça vraiment correct là, quand il m'a répondu ça. C'est peut-être quelque chose aussi d'officiel, peut-être, là, je sais pas, mais en tout cas, c'est ce que William m'a dit quand il m'a dit ça. Ben, j'ai comme été frappé, puis je me suis dit, ben, c'est peut-être pas une mauvaise idée, surtout sur un film là, que justement on parle du mal, ben que là, le fantôme là, du logo fasse un signe de paix. Ben, tu sais, c'est peut-être ça, à quelque part, d'un côté, là, que, tu sais, pour l'univers de Ghostbusters, tu sais, où ce qu'on se dit, bon, ben, c'est beau, ils vont faire de la marchandise, puis, tu sais, on va même voir des tasses, toutes sortes d'affaires plus tard, tout ça, tu sais, des genres d'affaires pour pouvoir vendre de marchandises de Ghostbusters pour nous autres, là, tu sais, dans le fond, là, comme le consommateur, mais que, tu sais, que le logo est adapté, tu sais, c'est comme vraiment méta, là, tu sais. Mais en voyant ça comme un signe de peace, ben je trouve que ça a du sens pour l'univers Ghostbusters. On a un petit rappel de la chanson de Ghostbusters, dans le fond, toujours joué là, par Ray Parker Jr. Pour nous rembarquer, on pense qu'en voyant là, la Ecto 1 qui est en train là, de, elle aussi, faire du rapide et dangereux, mais peut-être un petit peu... pas mal magané un peu. On voit que la Cadillac a comme pris un peu de millage. Elle fait des backfire. Elle est en train de faire plein de boucanes partout, tout ça. Je me dis, suite à savoir tout ce qui s'est passé après, on va savoir là, que finalement, là, ils sont plus au travail. Dans le fond, c'est rendu juste une équipe là, que dans le fond qui sont appelés là, pour des fêtes d'enfants. Ben, ils ont-tu le droit de faire marcher le sirène, des affaires de même pour le bruit là, du... pour dérangement public, des affaires de même. Ils peuvent-tu faire ça, partir à pleine vitesse, tout ça? Je veux dire, mettons qu'au début, la première fois, on se dit, c'est beau, les Ghostbusters sont toujours au travail, tout ça. Mais pour la raison, je veux dire, à quelque part, il aurait pogné une amende à quelque part. Là, c'est ce que je me dis. Mais bon. Fait que c'est ça la grosse révélation du début, c'est de savoir que finalement ils ont été envoyés au chômage. Dans le fond, leur business du premier film a fait faillite parce que dans le fond, tout ce qu'on avait comme promis, on avait comme montré qu'on était peut-être en arrière d'eux autres, ben finalement, les comptables, la bureaucratie sont arrivés puis ont envoyé des comptes aux chasseurs de fantômes, puis dans le fond, ils n'ont pas réussi à payer. Fait qu'ils ont dû fermer les portes. Fait que, c'est un peu ça qu'on va essayer là, de rattraper tout le long du film. On va essayer, il y a Bill Murray quelque part qui, lui, va essayer là, de voir le maire là, pour y parler, là, pourquoi que, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Je veux dire, en 5 ans, je veux dire, ils n'ont pas eu de temps pour y parler, tout ça. C'est comme, on veut être 5 ans plus tard, mais c'est comme, passer à autre chose, là, c'est comme si c'est ça qu'ils veulent absolument, ou quelque chose de même. Je comprends, là, qu'il y avait un bon temps dans ce temps-là, mais qu'en 5 ans, ils n'ont pas eu de suite à ça. Ça fait un peu pitié d'un côté, c'est le fait qu'on a Ernie Hudson puis Dan Aykroyd qui, dans le fond, ils font comme un peu revivre leur passé d'un côté en étant là, les chasseurs de fantômes pour des fêtes d'enfants.
Dans le fond, ils vont ramasser des grenailles, peut-être, comparativement avant. Puis, tu sais, c'est comme, je sais pas, tu sais, ils n'ont pas pensé peut-être à plus. C'est sûr que Ray, il y a une boutique, là, que probablement est avec Egon aussi, tu sais, dans le fond, où ce qui, il appelle ça Ray's Occult, qui dans le fond, qui ramasse plein d'affaires, là, puis c'est ça, tu sais, c'est probablement rendu son nouveau travail, là, dans le fond, mais c'est ça. Faut remarquer Winston, faut le voir parce que ça va pas prendre au moins encore une demi-heure pour le revoir dans le film. C'est ça un peu l'affaire. C'est comme dans le premier film, il était tassé de là. Dans le fond, il était broché à l'histoire. Puis là, ben, c'est beau. C'est lui, puis Ray, c'est les premiers chasseurs de fantômes qu'on voit. Mais après ça, ben, il va disparaître du film pour revenir à une demi-heure, trois quarts d'heure dans le film. Ce qui est comme dommage un peu. Je comprends que l'acteur au début, le personnage plutôt, était embauché pour du travail. Puis dans le fond, c'est encore du travail qu'il fait en tant que chasseur de fantômes pour des fêtes d'enfants. Mais, je veux dire, puis c'est le premier arrivé puis à dire que, dans le fond, c'est pathétique ce qu'ils font, à quelque part, qu'ils essaient de revivre le passé un petit peu en jouant aux chasseurs de fantômes. Mais pourquoi que c'est pas trouvé un autre travail? Puis pourquoi qu'il n'est pas plus impliqué dans le travail là, de nos autres chasseurs de fantômes? Pourquoi qu'entre-temps, en 5 ans, il n'est pas plus impliqué? C'est ça, à quelque part. Puis je comprends que ça va faciliter le côté que, bon, et c'est ça qu'il fait, dans le fond, là, pour ses fins de mois ou quelque chose de même. Puis ça va être plus facile de le réembaucher comme 4e Ghostbuster plus tard dans le film. Mais c'est ça, à quelque part, je trouve ça bizarre, à quelque part, qu'on n'a pas essayé de justement, pour le dernier film, qu'il était tellement broché au film que là, on aurait peut-être pu justement l'amener, puis qu'il soit un petit peu plus principal. Ça va arriver un petit peu plus loin dans le film. Je pense qu'il va y avoir un petit peu plus de moments dans le film, mais, tu sais, en tant que tel, comme personnage, que justement, là, qu'il soit plus impliqué, tu sais, qu'il est devenu un grand chum avec eux autres depuis le temps. Là, c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est quoi? Y est-tu un grand chum? Y est-tu juste un partenaire de travail? C'est quoi exactement? C'est pas très clair. Mais c'est ça, fait que Dana va aller voir Egon, puis oh oui, il y a quelque chose, c'est vrai aussi pour le party de fête d'enfants. Tu sais, dans le fond, eux autres, les enfants vont préférer voir He-Man, musclor, là, dans Les Maîtres de l'Univers. Je sais pas, en 1989, moi, je veux dire, j'étais un grand fan là, de Masters of the Universe là, quand j'étais enfant. Mais genre 4 ans avant ça, genre en 1985, là, tu sais, c'est comme He-Man était rendu où? En 1989, oui, on avait eu le film avec Dolph Lundgren, mais tu sais, c'était comme un peu le clou dans le cercueil plutôt. Là. Ça a été comme un flop, puis je veux dire, c'est comme mort là par la suite. Là, tu sais, c'est comme... C'est ça, tu sais, je comprends qu'un Maître de l'Univers est revenu, on l'a sur Netflix, puis des affaires de même aujourd'hui, là, mais... à l'époque, là, en tout cas, ben, pour moi, à mes yeux, là, c'était mort. Là. Je veux dire, c'est que j'avais passé à autre chose là, entre-temps. Puis là, ben, qui arrive et qui disent He-Man, là, ben, tu sais, j'étais comme là, t'es peu, là, He-Man. C'est encore populaire, ça. Je me rappelle du temps là, que j'avais trouvé ça drôle, là, parce que c'était comme dépassé. Là. Mais bon. Fait que c'est ça. Dana, elle va retrouver Egon, toujours joué par Harold Ramis. Puis c'est ça l'affaire, tu sais, dans le premier film, Egon qui fait Egon, je veux dire Harold Ramis, qui avait fait le choix de ne pas sourire en tant que tel, d'être le plus sérieux possible comme personnage pour se faire prendre au plus sérieux, tu sais, mettons. Aujourd'hui, ça va être carrément l'inverse. Puis honnêtement, ça va me déranger, sachant que dans le premier film, c'est ça, je veux dire, il essayait d'être le plus, pas froid, mais le plus technique, le plus sérieux. Il fait ses affaires. Puis aujourd'hui, ben, je pense qu'il n'y a pas une scène qui ne sourit pas. Il est toujours en train de rire, tout ça. Je trouve ça. Ben, je comprends qu'on pourrait arriver et dire qu'il
c'est rendu cliché, puis là, on aurait pu dire, bon, ben, décoince-toi, là, t'es rendu 5 ans plus tard, décoince. Je comprends, mais là, c'est comme, il a fait un 180, là, c'est comme, il a trouvé l'amour quelque part, là, entre les deux films, puis que là, ça serait le fun d'avoir son amour quelque part, là. Mais il y a quelque chose, là, quelque part, qui s'est passé. Je comprends que pas mal tout, puis ça va être une critique que je vais peut-être arriver sur tous les acteurs aujourd'hui, c'est que ils semblent contents de travailler ensemble. Mis à part ce que j'ai dit tantôt, la table ronde qu'ils ont faite avant et tout ça, ils ont l'air d'être trop contents, puis ça se voit à l'écran qu'ils sont contents de travailler ensemble. Ça, c'est quelque chose qui est dur à manquer. Là. Je veux dire, ils sont tous ils ont tout un sourire étampé au visage. Mais sauf que dans l'univers, c'est comme ça sont trop contents quelque part comme personnage. Puis, c'est ça, ça l'enlève qu'est-ce qui était eux autres. Je comprends qu'ils évoluent aussi. Là, ça, je peux dire ça. Mais c'est un peu pour aider aussi au ton là, qui était justement avec peut-être aussi la série là, télévisée là, The Real Ghostbusters, de cibler les enfants un peu aussi. Là, le ton était plus enfantin. Mais c'est ça, tu sais, que nos personnages sont rendus tous plus joyeux quand il y a comme même Bill Murray était plus cynique. Tu sais, puis toutes des affaires de même où tu sais, sont rendus toutes trop pareilles. Tandis que dans le premier film, ben, il y avait quand même toutes leurs personnalités distinctes. T'sais, je comprends qu'ils peuvent avoir un petit peu plus d'humour, mais là, c'est comme ils sont devenus là. Ils sont pas ridicules. Il faut s'entendre là. Mais ils ont peut-être le petit 20% de plus. Egon, c'est peut-être 75% de plus. Là. C'est vraiment trop. Là. Mais c'est ça, c'est ça. Puis ça va me jouer sur les nerfs un peu dans l'écoute pour le podcast. Mais c'est ça. Fait que c'est comme s'ils ont un peu retravaillé un peu les mêmes affaires. Dans le premier film, Peter Venkman, c'est lui qui faisait des tests au début, qui étudiait du monde. Puis là, ben, finalement, c'est Egon qui est en train là, d'étudier là, dans un couple. Puis quand, dans le fond, qui est fait attendre dans une salle d'attente. Puis qui monte la température. Puis comment que, dans le fond, ils perdent les pédales. Après ça, ben, tu sais, c'est juste jouer un peu avec ça. Venkman, lui, qui est rendu animateur d'un talk show. Dans le fond, ce qu'on a essayé de... Ben, je pense que, d'après moi, là, ça, c'est vraiment le fait de Sigourney Weaver qui avait... Tu sais, je pense que c'est elle qui a sorti cette ligne-là dans le premier film, là, que... elle y a répondu à quelque part. Tu sais, t'as pas l'air d'un chasseur de fantômes, t'as l'air plus d'un animateur d'un show télévisé. Puis c'est ça qui fait aujourd'hui, je pense que c'est vraiment en réponse à ça. Mais c'est ça, tu sais, à quelque part, je trouve ça le fun qu'ils ont pris genre 2 minutes pour nous montrer son show, tu sais, ils prennent vraiment 2 minutes, là, tu sais, puis ça n'a aucun rapport avec le film. Puis, tu sais, dans le fond, pour voir qu'est-ce qu'il fait, puis tu sais, comment il y a du monde, ben, tu sais, dans le fond, il fait des entrevues avec des gens qui ont comme, ben, tu sais, eux autres, qui ont leurs croyances, tout ça, puis dans le fond, il va exposer ça un peu, ben, il va l'exposer, dans le fond, puis tu sais, un peu en se posant la question, ben, tu sais, as-tu vu le ridicule qui te cite aujourd'hui, puis as-tu vu l'autre ridicule à côté? Tu sais, on a un écrivain, dans le fond, là, qui est joué là, par, je pense, c'est Robert Dunn, je pense, son nom, en tout cas, c'est Dunn, là, mais... que j'ai déjà parlé une couple de fois là, au podcast, là, notamment là, comme le père là, de Sam Witwicky là, dans la première trilogie là, de Transformers. Puis je me rappelle pas dans quoi. Là, je pense que c'était dans Apocalypse Now, quelque chose de même. Là, en tout cas, c'est peut-être un autre film. Là, en tout cas, je sais que j'en ai déjà reparlé. Mais c'est ça, on a lui, puis on a une autre actrice à côté là, qui fait un caméo. Puis que, tu sais, dans le fond, c'est comme un peu ridicule parce que la fille était seule au bar, puis dans le fond, qu'il y a un homme qui est rentré, puis elle va faire à croire que c'était un extraterrestre, puis qu'il l'a amené dans sa chambre, tout ça, tu sais. Dans le fond, c'est juste comme quasiment pour cacher son infidélité, là. Tu sais, j'ai juste comme trouvé ça drôle comme entretien, mais c'est ça, tu sais, on veut juste montrer ça.
Puis pour montrer que dans le fond, son show est un peu pathétique. Dans le fond, ça tourne en rond. Puis, dans le fond, c'est ça un peu. Il va voir la mère passer là, dans les studios pour une raison quelconque. On a été introduit là, au. Quelqu'un qui travaille pour la mère, là, c'est comme un conseiller, quelque chose de même, là, que lui, il n'aime pas du tout la face à Bill Murray. Ou des chasseurs de fantômes, tout ça. Puis, dans le fond, c'est un pousseur de crayon. Un peu pour remplacer peut-être le personnage là, de Walter Peck là, qu'on avait dans le premier film. Mais là, c'est ça. Là, il travaille avec le maire, puis c'est lui qui va comme un peu influencer les choses. Fait que, tu sais, on veut peut-être rapporter l'idée là, des pousseux de crayon là, qui ne sont pas, qui se mêlent pas de leurs affaires, ou que, tu sais, dans le fond, qui font juste regarder là, des comptes, puis, tu sais, comme, bon, ben, tu sais, ça marche pas de ce bord-là, ben, tu sais, on tasse ça. Peu importe qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, ben, c'est ça, tu sais, lui, dans le fond, il croit pas à ça. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est une partie de l'histoire, c'est comme un peu, ben, pas nécessairement à cause de lui, là, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est pour ça que nos chasseurs de fantômes sont encore, sont retournés à la rue, dans le fond, là, suite au premier film. Fait que, dans le fond, Egon va travailler sur le cas à Dana Barrett, pas mal pareil comme sur le premier film, dans le fond. Puis là, ben, ils vont vouloir aller étudier chez Dana, étudier là, son garçon, puis tout. Mais c'est ça, Peter Venkman, avec Dana, s'était séparé entre-temps. Elle, dans le fond, je suppose que c'est le musicien qu'on a vu dans le premier film. Je suppose que c'est... Ben, je pense que c'est ça. C'est pas pointé, là. C'est pas certain, mais tu sais... Je suppose qu'on est supposé de penser que c'est peut-être la personne qui était là dans le premier film, qu'on avait vu genre une minute, là, où qu'ils s'étaient rencontrés à l'extérieur, puis elle était avec quelqu'un. Puis finalement, ben, cette personne-là est partie avec une carrière de musique l'autre côté à Londres, je pense. Puis c'est ça, tu sais, quelque part, finalement, il a laissé un enfant, puis elle se ramasse toute seule comme mère célibataire. Mais c'est ça, à quelque part, elle a pensé peut-être à reprendre contact avec Peter Venkman par la suite. En tout cas, c'est comme un peu... je dirais, pourquoi est-ce que Venkman, il joue pas... il fait pas l'inverse rendu là. Tu sais, c'est comme, à quelque part, il va revoir Dana Barrett, mais elle l'a dompé pour quelqu'un d'autre. Finalement, elle a été dompée, puis après ça, ben, elle considérait peut-être retourner voir Peter Venkman, mais tu sais, dans le fond, la situation, c'est pas vraiment pointé, tout ça, puis elle a abandonné l'idée, mais tu sais, à quelque part, c'est un petit peu pathétique du côté de Peter Venkman, à quelque part, mais tu sais, bon. On ne sait pas les détails exacts, là, ils vont nous passer des résumés un peu, là, puis tout ça, mais tu sais, peu importe. À quelque part, on veut peut-être que ce couple-là se refasse. Est-ce qu'on veut vraiment revoir encore la formation de ce couple-là? Moi, je vais peut-être opter que dans mon visionnement présente là, pour le podcast, je parle pas d'avant. Je veux dire, je vais mettre ça clair là, pour ne pas me répéter tout le temps. Dans mon visionnement initial jusqu'à 2023, dans le fond, là, c'est tout ce que je pouvais penser, ben j'étais d'accord avec tout. Là, quand je le réécoute là, pour mon écoute sur le podcast, ben, je serais pour que, finalement, ben, qu'il passe à autre chose, qu'il n'essaie pas de ranimer la flamme qu'il avait autrefois, qu'il se respecte comme personne, ou qu'au pire, qu'il inverse un peu les rôles. Tu sais, que quelque part, qu'elle veut aller retrouver Venkman. Tu sais, qu'elle sent qu'elle a fait peut-être qu'elle a une erreur, quelque chose de même. Mais là, tu sais, la manière c'est apportée, c'est, je veux dire, elle essaie de ben, tu sais, c'est une femme forte aussi, tu sais, c'est peut-être ça qu'on veut montrer aussi. Mais que, tu sais, que justement, qu'on inverse ça un peu, que là, il l'a laissé, mais que lui, il a repris sa vie en main, tout ça. Puis là, ben, tu sais, c'est juste qu'on en revient un peu dans les mêmes rôles que dans le premier film. Puis tu sais, en tout cas, c'est ça, je trouve que ça fait redondant. Puis finalement, ben, elle va retomber pas mal en amour assez rapide là, avec Peter Venkman. C'est pour ça, à quelque part, je comprends quasiment même pas pourquoi ils se sont laissés. Je veux dire, en 5 ans, ils se sont passés tellement d'affaires, mais
je comprends pas. Je comprends pourquoi que pour l'histoire, là, comme j'ai parlé tantôt, que dans le fond, là, ça avait apporté fruit d'un enfant, tout ça. Puis que, dans le fond, pour enlever un peu eux autres, là, qu'ils soient centrales, ça, je le comprends, mais j'aurais été plus à l'étape encore plus que finalement, elle était peut-être avec quelqu'un d'autre, puis qu'elle demandait de l'aide, puis que, en tout cas, quelque chose de même, là, que finalement, qu'elle se rende compte qu'elle a fait un choix différent. Mais là, je veux dire, elle s'est mariée, elle s'est divorcée, elle a eu un enfant, tout ça, puis c'est beaucoup de stock, là. Fait que là, ils vont analyser l'appartement là, de Dana. Après ça, finalement, ils vont se ramasser là, dans la rue où ce que la poussette est arrêtée. Puis c'est ça, dans le fond, ils vont creuser pour aller voir, parce que là, tu sais, ils vont analyser. Là, on peut voir que Egon a un nouveau gadget. Dans le fond, c'est probablement le même gadget là, qu'il y avait dans le premier film, là, parce que Dan Aykroyd, lui, il tient là, le récepteur, là, en tout cas, le compteur de... Je me rappelle pas trop quoi, là, pour savoir là, qu'il y a de l'activité là, surnaturelle, mettons. Mais c'est ça. Est-ce que on voit qu'il y a un nouveau gadget puis tout ça, puis on va avoir plusieurs nouveaux gadgets là, pendant tout le film. Fait qu'ils vont creuser sur place pour savoir c'est quoi ces lectures-là qu'ils ont. Ils vont envoyer Dan Aykroyd. Excusez, des fois je dis Dan Aykroyd, je vais dire des fois Stans, je vais dire Egon, je vais dire Harold Ramis, je vais dire Bill Murray, je vais dire Venkman. Je vais tout mélanger ensemble. J'espère que vous pouvez suivre, mais des fois c'est juste pour une question là, de fluidité. C'est le premier nom qui me vient à la tête. Et c'est ça, je suis désolé là, si mettons là, je deviens mêlant, puis je vais jouer avec tous les noms là, tout le long du podcast. Là, j'essaie d'y aller juste avec le personnage, avec Ray, avec Venkman, puis avec Egon, mais des fois je pense à l'acteur qui sont juste les acteurs en tant que tels. Mais c'est ça. Fait qu'ils vont. Dan Aykroyd va descendre, puis finalement, il va se rendre compte là, qu'il y a une grosse rivière là, de slime. Il appelle ça en slime en français. C'est comme de la glu. En tout cas, je vais appeler ça du slime. Là, c'est ce qu'ils appellent en français. Puis ils vont se rendre compte, là, c'est ça, qu'il y a une grosse rivière, là, dans le fond, qui a pris. On a comme une voie là, de train là, souterraine, là, un subway ou n'importe quoi qui a été abandonné, puis que finalement, le slime coule là-dedans. Mais il y a comme une créature qui sort de là, tu sais. Ça me fait penser à Blob de, je pense, c'est 1986-87, qui avait été refait, là, en tout cas, un an ou deux avant le film d'aujourd'hui, là, que j'avais parlé là, avec Serge là, de Terreur sur le pod et mon collègue là, de Décryptons Smallville, là, Steven, parce on l'avait rejoint là, sur Rétro Terreur. On avait parlé là, de ce film-là là, très dernièrement. Là, fait que, en tout cas, ayant ce film-là frais dans la tête, je vais penser beaucoup à Blob dans le film aujourd'hui. Puis c'est ça, surtout avec la créature qui sort de ça, il y a une scène là, justement là, dans The Blob où ils sont dans les égouts, puis qu'il y a comme une créature, une forme de genre de Little Shop of Horrors là, qui se forme avec un bec, tout ça, là, pour genre attraper là, un des personnages, tout ça. Ça fait penser un peu à ça, là, dans le fond, cette scène-là, dans le film d'aujourd'hui. Fait que lui, il va avoir pris un échantillon là, de slime, puis après ça, il va demander là, d'être sorti du trou là, au plus rapide. Puis, dans le fond, il est tellement pressé pour sortir qu'il va accrocher la ligne ultime là, de Hydro-Québec qui vient pour supporter là, New York au total dans toute son électricité. Parce que, à ce que je sache, il y a de l'électricité qu'on vend là, aux États-Unis. Puis moi, je me dis, c'est la ligne de Hydro-Québec qui rentre carrément dans New York. Là. Mais c'est ça, à quelque part. Je veux dire, il y a une ligne pour tout fermer New York. Puis est à quelques mètres là, en dessous de la première avenue à New York. C'est ridicule. Je veux dire, c'est comme il y a une panne à cause de juste un câble, puis que, je veux dire, il n'est pas armé, ce câble-là. Je veux dire, c'est complètement ridicule que tout ferme à New York à cause de juste un câble. Ça marche pas quelque part. Là. J'imagine juste que si, mettons, c'est juste un câble, là, j'imagine juste toutes les
tous les mafieux ou n'importe quoi là, qui décident de prendre toute la ville en otage. Je veux dire, ils ont juste à couper ce câble-là pour faire n'importe quoi. Là. Je veux dire, c'est complètement ridicule. Je voyais peut-être pas ça ridicule de même à mon âge, à mon âge que j'ai vu ça. Le film initialement, là, je devais avoir 8 ans ou 9 ans, là, dans le fond. Mais, tu sais, je veux dire, j'ai pas vraiment tout compris ça comme je voyais pas. Ben, tu sais, c'est sûr que l'Internet apporte beaucoup de choses qu'on comprend aujourd'hui, tout ça. Puis, tu sais, j'étais encore très, très jeune. Là, fait que, tu sais, pour moi, ça avait du sens à l'époque. Mais, je veux dire, tout New York au complet, là, dans le blackout. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, il y avait la police qui s'était mêlée de ça parce que là, ils creusaient un trou, puis, tu sais, ils se demandaient c'était quoi ce trou-là, puis dans le fond, tu sais, ils disaient, tu creuses pas un trou de même, puis, tu sais, sans permis, puis des affaires de même, fait que, tu sais, ils ont fait venir du monde, ben, tu sais, il y a un gars, un genre de contremaître qui vient, mais tu sais, je veux dire, c'est qui lui, à quelque part, là, c'est peut-être un gars des travaux publics là, de la ville de New York, quelque chose de même, là, mais c'est ça, fait que ils découvrent que finalement, ben, ils ont fait un trou, mais en essayant de peut-être repatcher le trou, ils regardent pas dans le fond du trou pour dire, il y a peut-être quelque chose, en tout cas, les autres, ils doivent se dire, bon, c'est vraiment juste le métro qui est en dessous, là, puis ils referment le trou, mais ils doivent vraiment creuser quelque part, ben, il faut qu'ils redescendent du monde pour aller réparer ce câble-là. Mais ça doit pas être si long que ça. Ça doit prendre, je veux dire, ils vont juste réparer le câble. Je veux dire, ils la recollent avec 2 marettes, puis tout ça, ça finit là. Mais je veux dire, pour être ridicule, il ne faut pas être ridicule là, quelque part. Là. Mais c'est ça. C'est juste voir ça. Fait que nos chasseurs de fantômes, ben, se font arrêter et, dans le fond, se font emporter là, devant le grand tribunal. Alors, nos chasseurs de fantômes, nos 3 chasseurs de fantômes, bien sûr, sans Winston, se ramassent devant le tribunal, mais c'est là qu'on a le retour de Rick Moranis, l'acteur qui jouait Louis dans le premier film, qui était comptable dans le premier film, mais que là, il est rendu avocat. Pourquoi qu'ils le prennent comme avocat en tant que tel, là, je veux dire, c'est pas. Je comprends peut-être qu'il était placé dans une mauvaise situation, il se sentait mal, lui, il a essayé de les approcher, puis tout ça, comme premier client, là, après avoir fait ses études en droit, OK, peut-être, là, mais je veux dire, c'est comme ils sont poursuivis, puis il aurait dû comme arriver peut-être puis dire, j'ai comme un autre avocat qu'on avait déjà embauché, là, il y a comme pas vraiment d'excuses. Je comprends qu'ils veulent ramener l'acteur, où il avait été... il avait joué justement dans Little Shop of Horrors, comme j'ai parlé tantôt. Il avait joué, bien sûr, Casque Noir dans Spaceballs, puis même l'année du film aujourd'hui, il allait jouer dans peut-être encore un autre gros rôle pour lui, celui de Chérie, j'ai réduit les enfants, C'était peut-être un des avec Bill Murray, je pense que pour moi, là, c'est peut-être le plus gros autre acteur qu'on a aujourd'hui, tant qu'à moi. Puis, c'est ça, on va y trouver quelque chose à faire, juste pour aider beaucoup au film. On va avoir beaucoup de retours, dans le fond, là, aujourd'hui. On va se concentrer beaucoup là-dessus. Peut-être trop, là, mais c'est ça. Je veux dire, ça n'a comme juste pas de sens. Là, ils sont en train de se faire juger par un juge qui n'arrête pas de leur dire de se fermer, qui est comme tout insultant. C'est comme... C'est totalement ridicule, un peu, le comportement du juge qui est carrément inacceptable. C'est comme si le jugement se passe en peut-être 1 heure, quelque chose de même. Tout se fait très rapide. Je suis pas sûr que tout ce qu'ils ont là, avec tous les chefs d'accusation, tout ça, que je veux dire, ça serait réglé en dedans d'1 heure. On peut voir que Louis, ça marche pas, dans le fond, là, sa défense. C'est comme s'ils ne se sont pas préparés à ça avant. Là. C'est comme Louis, il fait juste répondre aux questions. Mais c'est sûr, à quelque part, il répond, mais dans le fond, il répond même pas. Je veux dire, il fait juste... être pour les chasseurs de fantômes parce qu'ils ont sauvé la vie là, plusieurs années avant. Ça n'a pas rapport dans le fond. Là. C'est juste vraiment pour le ramener puis juste avoir de la comédie. Mais ça n'a ni queue ni tête. Puis c'est ça, ça devient un petit peu... je veux pas dire que ça devient agressant ou ça devient...
sais, que ça me tourne vers le film, mais je me dis, bon, ben, tu sais, c'est là que je me rends compte que c'est pas du tout le même film que la dernière fois. Même si on avait des éléments de comédie dans le premier film, on avait quand même des éléments que la plupart le côté narratif puis les situations, ils étaient plausibles. Là, je veux dire, c'est ben, plausible, je veux dire, dans l'univers qu'on a créé, mais là, c'est complètement ridicule. Je veux dire, tu sais, la cour, l'électricité qui est coupée là, dans toute la ville au complet, tu sais, c'est comme, c'est n'importe quoi, là. Puis on nous balance ça. Bon, là, vous allez dire, Mathieu, tu sais, normalement, tu pourrais te donner une demi-heure au film, à peu près, là. C'est ce que tu dis tout le temps à chaque podcast, donne une demi-heure à créer son univers, même si c'est une suite d'un autre film, puis tout ça. Oui, OK, c'est beau, ça va, mais c'est pour ça que je pense que je suis capable de quand même un peu de continuer avec le film. Parce que, tu sais, oui, je le critique, mais le côté, c'est ça, tu sais, je veux dire, il y a des affaires que je trouve qui ont mieux fait dans le premier film. C'est juste la nuance, là, avec ça, là, à quelque part. Je vais juste le comparer, tu sais. Mais avec le film, j'y vais pareil. Avec son ton, le ridicule. Mais c'est bon, tu sais, mais... Je sais que là, on a dans le fond, là, baissé peut-être là, l'âge là, qu'on doit voir le film. Puis, c'est pour ça que je vais y aller plus avec ça, pareil, là, le fait là. Mais je me rends compte que c'est clairement pas le premier film. Ça je m'en rends compte tout de suite là, que déjà là, j'aime mieux le ton du premier film là, avec juste la première demi-heure, par contre. Fait que, tu sais, comme par hasard, eux autres avaient traîné là, le pack à protons avec eux autres en creusant. Puis, tu sais, dans le fond, il y avait tout leur équipement. Fait que ça se ramasse là, dans la salle d'audience. Puis, finalement, ils se rendent compte là, que le juge, à force de crier comme un fou dans la cour, tu sais qu'il y a comme personne qui l'arrête ou quelque chose en même. Tu sais, je veux dire, ça se peut pas, là. Puis que le juge a le droit absolu au complet là, sur tout, là. Tu sais, ultimement, c'est lui qui va redonner là, le droit aux chasseurs de fantômes d'opérer, dans le fond. Tu sais, c'est comme, il y a un juge qui peut faire ça, là. Je veux dire, c'est comme, il n'y a pas de la paperasse, il n'y a pas plein d'affaires là, qui doivent être faites, là. En tout cas, peut-être, là, je veux dire, je connais pas le système judiciaire au complet, là. J'ai pas fait comme Louis et fait mon bac en droit, là. Je suis désolé. Mais en tout cas, c'est ce que je suppose. Je pense pas que tu peux arriver juste un juge et dire, je décide ça maintenant, en ce moment, là. Tu sais, je veux dire, c'est carrément ridicule, là. Mais c'est ça, fait qu'à force de crier, tu sais, le slime, l'échantillon de slime se transforme tu sais, il prend il grossit, pareil comme le blob, là, mais le blob, c'est à force de manger, mais c'est lui, il se nourrit là, de haine, puis il grossit, puis finalement, il va libérer des anciens détenus qui ont été exécutés avec une chaise électrique, les frères Scoleri, qui finalement vont terroriser toute la salle d'audience. Puis finalement, c'est ça, les chasseurs de fantômes vont utiliser comme levier. Ils vont utiliser ça comme levier, dans le fond, là, pour pouvoir être réinstaurés comme chasseurs de fantômes. Ils vont justement là, ramasser là, les frères Scoleri éventuellement et les mettre en boîte là, avec leur trappe. Qui est toujours très fonctionnel. Tout est très, très fonctionnel, mais c'est ça, tu sais, dans le fond, là, c'est comme un peu la nuance. Puis c'est beaucoup cette scène-là, parce que j'arrive et je dis, tu sais, ils sont tous trop joyeux, là, tu sais, ils sont comme tout en train de se relancer des lignes. Ça va avec Bill Murray qui arrive puis qui dit Do, puis Ray qui dit Ray, tu sais, juste comme en blague, puis Egon qui, je veux dire, va dire Egon, tu sais, je l'aime cette passe-là, mais après ça, une fois qu'ils ont capturé et qu'ils sont comme tous joyeux, là, je sais pas, c'est comme trop... c'est trop... Il n'y a pas de naturel là-dedans, là. C'est comme trop... Ils s'attendaient à répondre à quelque chose, puis c'est ça. C'est sûr qu'on peut se dire, dans le premier film... Il y a un bout où il y a un montage puis qu'ils font beaucoup de captures. Peut-être que c'est ça qu'ils disaient à l'époque. Puis que là, ils l'ont refait pour nous autres, mais que dans le premier film, ils faisaient aussi. C'était comme un peu leur dicton à chaque fois qu'ils attrapaient en gang, des affaires de même, ils s'amusaient de même. Là. C'est possible. Là. Fait que, dans le fond, ils se sont juste répétés. Là. Fait que suite à ça, c'est ça. On a le retour ils vont annoncer leur retour, dans le fond, en tant que chasseurs de fantômes.
Ils vont avoir changé là, leur logo de commerce, avec le son, le signe de paix, plutôt que d'un 2, là, comme je disais tantôt. Là, on va. Tous nos caméos. On replace tout le monde qui était là dans le premier film. Aussi, on a Annie Potts qui revient là, dans le personnage là, de Janice, qui est Janine, excusez, qui est la fille de la réception, qui est rendue rousse. Puis, c'est ça, elle. Je me dis, tu sais, c'est comme. Elle va répondre au téléphone pour dire qu'elle est revenue. Mais, tu sais, je me dis, je sais pas si la personne au téléphone, c'était la personne ou ce qu'il avait appelé. Dans le premier film, puis qui était comme fâchée, elle dit SOS Fantôme, c'est quoi vous voulez encore, là, t'sais? Puis, c'est comme le monde aussi appelait, il savait c'était qui la fille à la réception, il était habitué de jaser avec elle, tout ça, bon, ça peut être n'importe qui, là, ça peut être le gars qui vient pour, je sais pas, moi, le système d'égout ou l'électricité pour la brancher, n'importe quoi, là, tu sais. Mais, je sais pas si c'était qui au téléphone, mais tu sais, qu'elle répond oui, je suis revenu, tu sais, elle nous dit à nous autres, dans le fond, là. Mais, en tout cas, je trouve ça, est-ce qu'on a besoin de tout ramener des caméos, prendre du temps pour montrer tous les caméos? Ben, honnêtement, je pense que ça va être un peu quelque chose qui va jouer contre le film. Là. C'est ça. On a Louis qu'on a ramené, je pense que qui n'était pas nécessaire, même si c'était peut-être un acteur qui allait justement apporter quelque chose pour le film, côté monétaire, mais je pense que justement, miser un peu sur tous les retours, un peu, c'est peut-être quelque chose qui peut jouer un petit peu, qui peut être juste gossant. Pas agressant, mais juste gossant. C'est tout le temps comme, bon, ben ok, on l'a ramené, mais pourquoi faire une scène pour la ramener? Mais c'est ça, tu sais. Puis c'est là où on va vraiment officiellement. Là, Winston va revenir dans l'histoire, tout dans les montages. On va voir qu'il est là. Tu sais, dans le fond, lui, il n'y a pas de problème. Il est là, prêt à attendre. Tu sais, lui, il attendait 5 ans, dans le fond. Dans ce temps-là, ben, il faisait les parties d'enfants, comme on voyait tantôt au début du film. Là, mais bon. Lui aussi, il reprend de service. Puis, tu sais, c'est ça. Un peu comme dans le premier film, on fait des montages où il attrape des fantômes. Il y a comme un fantôme là, qui fait de la course, puis qui vont attraper là, en plein jour. Des affaires de même. Là, en tout cas, on peut voir là, que c'est le même principe que du premier film. Puis là, ben, c'est ça. Dans le fond, ils vont aussi, on voit ça pendant le montage, qu'ils trouvent un peu du slime un peu partout à New York. Puis c'est là où Stans et Egon vont faire des tests sur le slime. Dans le fond, ils vont démontrer ça là, à Venkman que le slime il réagit comme quand il crie après, quand ils font jouer de la musique. En tout cas, plusieurs affaires. Fait que, tu sais, puis ils vont mettre des toasts dans un toaster, puis dans le fond, ils vont comme faire couler du slime par-dessus les toasts, puis les toasts vont lever. Est-ce que, dans le fond, ils vont avoir fait réagir le toaster, mais est-ce que les toasts vont lever parce que les toasts sont prêtes? Moi, en tout cas, je ne mettrais pas mes doigts dans le toaster. Surtout que, ça fait genre 30 secondes, même pas, que les toasts sont levés. Là, je veux dire, c'est chaud là-dedans. Là, en tout cas, moi, je ne mettrais pas mes doigts là-dedans, même surtout s'il y avait peut-être du slime là-dedans, tout ça. Qu'est-ce que ça a fait ou quelque chose en même? Je pense pas que c'est la place pour vraiment... il n'y a pas eu de contact physique de peau à peau, mettons, là, avec le slime qu'on a vu pour l'instant. Puis, c'est ça, mettons qu'il aurait été possédé à la suite de ça, en touchant le slime, là, peut-être. Là, c'est toutes peut-être des idées qu'il aurait pu apporter dans le film, là, mais tu sais que c'est ça, je veux dire, c'est un petit peu ridicule qu'est-ce qu'on fait là, où ce qu'il veut, dans le fond, on veut montrer qu'il est peut-être coincé dans le toaster, puis finalement, ben, il n'était pas coincé. Mais c'est ça, fait que là-dedans, ben, c'est ça, on avait vu Dana, qu'elle est restauratrice, quelque chose en même, je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça, là, qu'elle elle joue plus vraiment de musique, là, mais c'est quelque chose qu'elle a l'ambition là, de retourner, là, à commencer à rejouer là, de la musique, mais que pour l'instant, là, c'est ça, elle restaure là, des vieilles affaires là, au musée. Je dirais que c'est, on a l'introduction là, aussi là, de la peinture là, de Vigo là-dedans. Puis, je veux dire, je sais pas c'est quoi la restauration qu'il y a à faire là, sur la peinture de Vigo, mais je veux dire, elle a l'air très impeccable. Là. Mais bon,
Là-dessus, sur la peinture de Vigo, c'est le personnage là, de Janosch là, qui est joué là, par Peter McNichol. Je dirais que c'est un personnage que j'aime dans le film en tant que tel. Là, j'aime cet acteur-là, ou en tout cas son interprétation. L'acteur n'a pas de. Il n'y a pas d'accent, là, à ce que je sache, mais lui, c'est basé sur Meryl Streep, là, sur un film là, de 1982. Là, le nom m'échappe. Mais c'est ça qui a basé un peu sa performance sur le film d'aujourd'hui. Lui, il avait apporté l'idée aussi qu'il devrait porter là, une perruque de Beatles, dans le fond, là, comme pour faire son personnage, mais on lui a dit, ben, tu sais, regarde, tout le monde a les cheveux très foncés, là, fait que, tu sais, je veux dire, toi, t'es roux, fait que ça va être parfait, là. Je sais pas s'il est roux, mais en tout cas, peut-être que c'est justement à la suite de ça qu'on lui a donné une perruque rousse, là, ou quelque chose de même, mais en tout cas, il a de l'air rétro, là. Mais c'est ça, à quelque part, lui, il va remplacer un peu Lewis dans le premier film. Puis, tu sais, contrairement au premier film où ce que je disais que Lewis, je sais pas s'il y a vraiment une attirance. Mettons, s'il voulait se ramasser dans son lit à quelque part, mais lui, c'est clair, c'est ça qu'il veut, là, à quelque part. Tu sais, il veut aller loin là, avec Dana, là. Mais, en tout cas, c'est ça. Il est là pour comme remplacer. Puis, on va trouver un peu, peut-être, une manière là, de l'impliquer dans l'histoire, tout ça. Je vais me gratter la tête là, un petit peu plus tard là, dans le film là, sur pourquoi il va se transformer en fantôme. Là, mais ça, c'est autre chose. On n'est pas rendu là. Mais c'est ça, c'est ce qu'on avait vu là, comme qu'est-ce que Dana faisait là, comme travail là, rendu là. Éventuellement, ben c'est ça, tu sais, elle, une fois que Venkman vient la voir, ben elle a dit, ben là, j'ai l'impression que la peinture, elle me regarde quand je la garde pas, des affaires de même, je me sens observé là, par cette peinture-là. Fait que lui, il va avoir pris note de ça, Peter Venkman, puis il va avoir apporté ça à ses collègues, dans le fond, le Vigo, le Carpentier, quelque chose de même. Puis il va avoir fait des recherches là-dessus. Tu sais, c'est-tu poussé un peu? C'est genre juste comme tout d'un coup, elle a dit, elle se sent regardée par une peinture. Puis, tu sais, il y a Janosch qui parle, tu sais, quelqu'un se retourne de bord pour la regarder, qui parle à la peinture. Tu sais, dans le fond, on avait une scène où Janosch était, il avait essayé là, de restaurer la peinture, puis Vigo a pris vie, dans le fond, là, la peinture a pris vie, puis dans le fond, il s'est mis à posséder Janosch. Mais, tu sais, c'est comme, je trouve qu'ils ont vite aux conclusions, mais en même temps, c'est un univers où on a des fantômes, puis, tu sais, dans le fond, chaque piste vaut la peine de suivre. Puis Venkman, ben c'est sûr, tu sais, c'est la flamme de sa vie. Fait que, tu sais, il veut pas la décevoir. Tu sais, il va éplucher n'importe quoi, dans le fond, là, pour trouver là, quelque chose qui dans le fond, là, pour pouvoir régler son problème, là. Mais, tu sais, c'est juste elle, là, en tant que telle. Puis c'est pourquoi est-ce que c'est juste elle? Tu sais, est-ce que Vigo a senti au début qu'elle a mis les pieds dans le slime, comme que tout le monde fait, mais que elle, c'est spécifique? Tu sais, c'est là qu'il aurait pu peut-être apporter l'idée que ça soit... ben, tu sais, qu'il y a quelque chose en elle, ou que peut-être même dans un passé, qu'elle attire le mal pour une raison. Pourquoi que Gozer a choisi elle pour devenir Zool, tu sais, qu'il y a une raison pourquoi que, il faut que en guillemets, le malheur retombe sur elle. Puis là, ben, c'est comme juste comme par hasard, elle est mal placée au mauvais moment, encore une deuxième fois, pour peut-être un peu là, faire un lien avec Die Hard 2 qui est sorti encore qui est pas sorti la même année, excusez. Mais excusez. J'ai bien laissé ça, mais c'est pour faire pareil, une idée pareille avec Die Hard, où ce que lui, John McClane, est coincé à la même situation, tout ça, 2 fois, là, comment que ça pourrait arriver 2 fois, là. Mais c'est ça, tu sais, ça y arrive 2 fois, puis c'est ça. C'est comme pourquoi, en tant que tel, tu sais, trouver quelque chose, que ce soit un Ghostbuster qui est poursuivi, quelque chose en même, tu sais, là, c'est juste elle, puis tu sais, au moins trouver une raison, c'est juste ça que je trouve qui manque.
Puis ça me suffit pas, le côté que là, ça vient de trop partout. Là. C'est comme, c'est Vigo, c'est Yanoche, puis c'est le fait qu'elle a pilé là, dans une mare là, de slime au début du film. C'est comme tout amène un à l'autre. Là, c'est comme, c'est trop du hasard que tout s'emboîte un dans l'autre. Là. Fait que eux autres, les chasseurs de fantômes vont se ramasser éventuellement au musée, puis ils vont prendre des photos de Vigo, ils vont prendre des photos, puis ces photos-là, ben c'est ça, ils vont devenir, plus tard, où ils vont les analyser. Les photos ne seront pas exactement les photos qu'ils ont prises. C'est pas les. Ben, ils l'ont coupé au montage, je pense. C'est pas dans les scènes qui sont sur le Blu-ray, là, dans le fond, les scènes coupées. Il y a des scènes coupées, là, mais ça n'a pas rapport avec ça ou ça n'a pas été complété. On devait avoir Ray qui se fasse posséder par Vigo à ce moment-là, puis que dans le fond, éventuellement, Winston allait comme réussir à le sortir là, de son emprisonnement, là, dans le fond, ou quelque chose de même, là. Mais c'est pour ça que ça a été rapporté à la fin. Il y a eu beaucoup de refilmage dans le fond. Là, toute la fin a été refilmée. Là, on a tout changé ça de bord. Mais c'est ça, je me disais, est-ce que je sais pas si les photos, ils les ont passées dans le slime. Juste pour comme les voir comment ils allaient réagir avec les photos de Vigo, tout ça. En tout cas, c'est pas clair, là. Puis c'est pour ça que je me dis, les photos qui changent, tout ça, quand ils les impriment, puis tout ça. En tout cas, je pense que c'est supposé être une chambre noire, là, mais je veux dire, il fait clair, là, mais je pense que c'est supposé être une chambre noire, là. Les photos, là, ils voient bien quand ils impriment, tout ça, là, Bon, en tout cas, c'est. Évidemment, ils vont prendre en feu, puis on va avoir le moment héroïque là, où Winston va rentrer avec un instincteur. Là. Mais, je trouve ça, il aurait pu faire quelque chose de pas mal plus... c'est comme il arrive au secours là, de Egon et Winston parce que le mal a barré la porte. Je pense qu'il aurait pu faire quelque chose avec cette scène-là. Puis je trouve que c'est comme, en plus, avec la musique là, de Randy Edelman qui lui arrive. Puis c'est comme la grosse musique triomphante quand il défonce la porte. Il fallait quelque chose de plus. C'est comme ça tombe, c'est mort. C'est pas... je la couperais quasiment cette scène-là. Rendu là. Randy Edelman, j'en ai pas parlé, là, mais c'était dans ses premières compositions. Lui, l'auteur de musique, il n'a pas écouté le premier film, dans le fond, pour faire sa trame sonore. La trame sonore est quand même correcte, là, en tout et partout. Là. Il n'y a pas, je veux dire, elle est très fonctionnelle. Mais, tu sais, Elmer Bernstein, là, dans le premier film, je pense qu'il faisait, tu sais, il avait créé un ton. Puis, tu sais, on essaie de faire ça un peu dans cette trame sonore-là. Je pense que ça aurait été bon qu'il ramène un peu des thèmes du premier film. Mais, bon, c'est ça. Tu sais, je veux dire, ça tombe que la trame sonore, elle tombe peut-être à plat. Puis, mais tu sais, c'est comme un peu le premier film, là, c'est la musique, plus des artistes là, qui vont sortir là, du film aujourd'hui. Mais dans le premier film, il y avait quand même un peu les thèmes de Elmer Bernstein. Il ressortait quand même beaucoup. Il y avait comme un thème pareil là, pour les Ghostbusters dans le premier film. Puis dans le film aujourd'hui, là, il n'y a pas vraiment là, de thème. Il y a beaucoup de musique qui joue dans le fond. Même si je possédais la cassette à l'époque, puis je la possède encore... je veux dire, la trame sonore est très ordinaire. Je veux dire, je la réécouterai probablement jamais. Il y a un remix là, de la chanson là, qui est toujours avec Ray Parker Jr., mais qui a collaboré avec Run DMC, qui ont fait comme la tune thème. Mais tu sais, est correct, là, honnêtement, là, très inférieur à l'original. Je l'ai réécouté là, quand même, là, juste pour voir là, un peu là, qu'est-ce que si mettons à comparer avec l'original, mais honnêtement, là, c'est vraiment là, je l'ai réécouté pour le podcast, puis je penserais vraiment jamais vraiment je veux pas me dire me torturer, là, mais je l'aimais à l'époque, là, à l'époque que j'ai acheté la cassette, là, mais elle tient pas vraiment là, la route là, comparé au thème original. Mais c'est ça, en tout cas. Fait que
c'est ça pour la trame sonore. Là. Puis les chansons sont bien correctes. Là. Sont fonctionnelles. Là. C'est un peu une déception pour la trame sonore. Il y a une chanson là, On My Own, là, On Our Own, là, par Bobby Brown, qui a été un succès là, à l'époque. Là, puis qui est correcte. Je pense que c'est la tune qui joue là, dans le générique de fin. C'est une tune qui est correcte. Là. On a même donné un caméo là, à Bobby Brown là, apparaître là, dans le film. Là. Quand ils se font arrêter, quand ils vont voir le maire, là, la personne qui ouvre la porte, là, c'est Bobby Brown. Là, mais c'est ça. La tune est correcte. Je pense que c'est peut-être la meilleure tune dans le trame sonore. Là, mais c'est ça. C'est très correct. Il y avait beaucoup de meilleures tunes dans le premier film, là, tant qu'à moi. Fait que c'est ça dans le fond, les chasseurs de fantômes là, déduisent là, pas mal là, que dans le fond c'est Vigo, là, la peinture là, qui est à la source là, de tout le mal, mais ils déduisent qu'ils vont aller parce que là, en analysant les photos, ben ils voient que la rivière de slime que Ray il a vu là, une fois qu'il est envoyé dans le trou, ben il faudrait peut-être analyser ça, puis c'est lié ensemble. Fait que eux autres vont décider là, de descendre là, dans les souterrains de la ville pour aller trouver là, cette rivière-là. Mais c'est ça, d'un autre côté, ben, on a Peter Venkman qui a sa relation avec Dana, commence à reprendre, fait que il va choisir là, d'aller avoir une soirée avec elle. Elle va réussir à la convaincre d'aller prendre une soirée avec elle pendant que Oscar va se faire garder là, par Janine et Louis. Qu'eux autres aussi commencent à avoir peut-être un petit quelque chose. Pourquoi que Louis se ramasse là, je veux dire, à travailler là, dans les... dans la caserne là, des chasseurs de fantômes. En tout cas, on ramène le monde. Ils n'ont pas vraiment de raison d'être là, mais on les ramène parce que, je veux dire, c'était des personnages du premier film. C'est le fun, c'est des clins d'œil, ok, ça passe, mais honnêtement, je trouve que Louis n'a pas rapport dans le film. Tout ça pour dire, là, c'est que sans dire qu'il nuit au film, j'aime bien l'acteur, j'ai rien contre lui, là, je veux dire, je l'aime beaucoup, mais il n'y a pas rapport dans le film, puis on y trouve quelque chose à faire, mais il n'y a pas rapport dans ce film-là. Il aurait dû être plus important. Ça aurait pu être lui au lieu de Dana cette fois-là qu'on essaie de construire. Je ne sais pas qu'il y a eu un enfant, je ne sais pas trop quoi. En tout cas, peu importe. Là, on aurait pu le faire un lien plus fort avec lui. Là, pourquoi il est là au lieu de le brocher. Là. Fait que... Il y a trop d'acteurs de brocher dans le fond, là, Winston compris, là, tant qu'à moi, mais c'est là qu'on va avoir justement la scène à Winston, peut-être, là, où c'est une scène qui a été refilmée. Dans le fond, les reshoots du film là, se sont produits genre 2 mois avant la sortie du film. On est genre au mois de mars, mois d'avril, puis le film sort au mois de juin. C'est comme tout à remixer ça avec la musique, tout ça, à recoller ça. C'est trouble, là, à quelque part. Dans le fond, ils vont aller dans les souterrains, ils vont se ramasser sur une traque de chemin de fer. Puis, c'est comme les gars, ils se convainquent que cette traque de chemin de fer-là est abandonnée depuis 50 ans. Mais, ils ont vu toutes sortes d'affaires là, qui n'ont pas de sens avec les fantômes et tout ça. Puis, ils disent, ils croient à ça, ils se font en croire que, genre, non, il n'y a pas de train qui va passer. Mais, en tout cas... Fait que, c'est clairement un set, là. Je veux dire, ils ont construit une track d'un sens. Puis, c'est une scène qui a de l'air cheap, honnêtement. Oui, il y a des fantômes, il y a des têtes qui apparaissent un peu partout, puis ça retourne de bord. Puis, ils en tirent un maximum, mais il y a juste un point de vue, c'est comme ils n'ont pas construit 2 sens, ils n'ont rien fait, là, je veux dire, c'est comme c'est une scène qui, je trouve, qui paraît vraiment cheap, là, puis c'est ça, justement, ça faisait partie là, des reshoots, puis c'est ça. Honnêtement, je sais pas s'il valait la peine d'être là, cette scène-là. Ils voulaient rajouter un peu de temps avec les autres Ghostbusters, à part Peter Venkman. C'est pour ça peut-être que je vais y aller avec ça, que je veux dire, oui, justement, ça l'enlève un peu, là, ça donne un peu du temps égal aux 3 autres.
Finalement, ben, c'est ça, il y a un train qui apparaît, puis Winston est coincé au milieu. C'est ça, on essaie de lui donner quelque chose parce qu'on n'y a rien donné depuis le début du film. Fait que, à part juste le discours, carrément au début, là, pour dire là, que Ray et lui sont pathétiques là, de faire là, des fêtes d'enfants. Puis c'est ça, fait que là, on lui donne un autre moment. Puis c'est ça, ça va être quasiment tous la seule affaire qu'on va lui donner, là, à part quelques lignes là, un peu partout, là, mais je pense que c'est pas mal la scène là, à Winston qui va se faire... ben, tu sais, qu'il y a un train qui va y passer dessus. Mais tu sais, ça aurait été drôle qu'il blanchisse un peu plus ou quelque chose de même, là, tu sais, que je veux dire, pour faire référence au premier film qui dit quelque chose comme que j'ai vu des choses pour faire blanchir un noir, puis que justement que ça l'aurait blanchi au complet, ça aurait été drôle là, quelque part, pour une fraction de seconde, quelque chose de même là, qui soit ben, pas blanc, là, pas caucasien, là, je parle, mais qui ait vraiment blanchi là, un peu plus, là, pour montrer que, je veux dire, il n'y a plus de sang dans la tête ou rien, quelque chose de même, là, qui est comme... que ça l'a traumatisé, mais bon. Fait qu'on n'est pas allé là, il fait juste une grimace, tout ça. En même temps, ben, c'est ça, on avait juste pas beaucoup de temps là, pour faire beaucoup de reshoot là, en 2 mois. C'est pas juste une scène ou deux, là, on a refilmé toute la fin, on a refilmé beaucoup d'affaires. Qu'on aurait peut-être dû carrément se dire, ben, c'est un film qui va sortir dans le temps des fêtes au lieu de sortir à l'été. Je pense que c'est ça qu'on aurait dû faire rendu là. Mais bon. Fait que finalement, ben, ils vont trouver là, la rivière de Slime. Puis finalement, ben, ils vont essayer là, pour une raison ou une autre, ils vont essayer là, de savoir comment creux qu'elle est. Puis finalement, ben, leur galon mesuré ben, va être aspiré là, par la rivière. Puis Winston va partir dans la rivière et va être aspiré. Puis les deux autres, ben, ils vont voir que le contact physique n'est pas mortel, mais dans le fond, ils vont vouloir aller retrouver là, leurs collègues. Fait qu'ils vont sauter. Ils vont sauter en se pinçant le nez. Là, dépose-toi dans l'eau, tu n'auras pas besoin de te mettre la tête dedans. Là, je veux dire, peut-être qu'éventuellement, tu vas te ramasser la tête dedans, là, mais tu n'as pas besoin de sauter là, à 2 pieds là, dans la rivière. Là, je veux dire, pour être sûr là, de tout te gommer au complet. Là, mais bon. Fait qu'ils vont sortir, puis c'est là où ils vont... c'est comme ça se passe trop vite, en genre là, de 10 secondes. Là, ils sortent, Ray puis Winston commencent à se fâcher envers l'autre, puis Egon, lui, se rend compte que tout le slime sur eux autres est en train de leur envoyer des ondes négatives. Puis ils vont tous se déshabiller, tout ça. Puis ils vont en avoir encore plein la face, tout ça. Mais c'est pas assez. Là. Je veux dire, dans le fond, avec leur équipement imperméable, ça avait beaucoup d'influence sur eux autres. Mais une fois qu'ils ont enlevé ça, ben, je sais pas. Ils l'ont encore sur la tête, tout ça. Mais en tout cas, ils sont plus prêts à se tuer. T'sais. C'est comme ça se passe trop en quelques secondes, puis j'ai comme jamais cru à cette scène-là. Je veux dire, même du haut là, de mes 8 ans, là, j'ai dit, ben, c'est parce que ça vient de se passer en quelques secondes. Il me semble qu'il fallait qu'il se passe quelque chose. Il fallait qu'il montre qu'il était vraiment fâché. Pas juste qu'il voulait juste se pousser, quelque chose de même. Je pense qu'il fallait une scène. Je pense c'est vraiment... ben oui, on a une scène, là, mais je veux dire qu'il y ait une séquence d'action, qu'il y en ait un qui démontre, pas juste qui se pousse, là, je veux dire, qu'il y en a un qui sort l'équipement à proton, des affaires de même, qui se passe quelque chose, mais bon. Fait que on a juste un peu, il se tiraille un peu, puis Gunn dit « Hey, wow, attendez, là, enlevez votre équipement, là, puis vous allez tout de bonne humeur après ça. » Puis c'est ce qui se passe. Et là, ils vont essayer là, d'aller retrouver Venkman, qu'il est au restaurant, puis finalement, ben, ça va finir qu'ils vont nuire dans le restaurant, puis qu'on va appeler la police. Puis, comme dans le premier film, ben, on va avoir trouvé une raison pour qu'ils se ramassent derrière les barreaux. Fait que, ben, la deuxième fois qu'ils se ramassent en prison, nos Ghostbusters, ben, là, ils ont enfin le droit là, de parler au maire, mais le maire, lui, il n'est pas convaincu. Lui, là-dedans, là, il a tout vu ça dans le premier film, mais là, cette fois-là, là, il n'est pas convaincu. Lui, il invente, dans sa tête, là, il invente une autre raison, tout ça. Je peux pas dire que je comprends pas la mère, par contre. Des fois, là, on a des gens que, c'est comme une fois là, qui ont eu un point,
ben des fois, tout d'un coup, il voit tout le temps des affaires de même, puis c'est comme la raison absolue. Fait que le maire, lui, c'est ça, je pense qu'il voit, qu'il est capable, il dit, bon, ben, tu sais, c'est comme à chaque fois qu'il va se passer quelque chose, là, tu sais, ça peut pas toujours être le mal, tout ça. Mais en même temps, les Ghostbusters, tu sais, je pense qu'ils présentent ça mal. Tu sais, ils présentent ça comme tout trop d'un tapon, puis, tu sais, pas avec des faits. Tu sais, c'est comme ils se disent, bon, ils vont nous croire sur parole, mais c'est sûr que, tu sais, ils ont été arrêtés, ils n'ont pas toutes les choses avec eux autres. Mais, tu sais, il fallait comme qu'ils essaient là, de démontrer là, la rivière de Slime. Je pense qu'ils en parlent, mais, tu sais, ça vient tout trop en tapon. Mais en même temps, le maire est un peu... il est comme un peu fermé. Puis, je pense que c'est là qu'on aurait pu arriver, puis justement... trouver une manière de montrer que le maire... Parce que lui, depuis le début du film, il est inaccessible. Puis je pense que c'est là qu'on aurait pu arriver avec le maire. Puis, tu sais, encore un caméo, le même acteur qui fait le maire. Mais tu sais, on aurait pu lui donner quelque chose à faire, comme le genre que le slime... est plein dans son bureau, puis tu sais, ça l'a, tu sais, puis qu'il sait pas, quelque chose de même, puis qui est comme tout blasé là-dessus, tu sais, il s'en rend pas compte, mais c'est quelque chose qui aurait été pas pire, tu sais, je trouve que ça aurait été une bonne affaire d'apporter ça, c'est pour ça qu'il est toujours sous l'influence du slime, c'est pour ça qu'il est fermé, mais c'est ça, tu sais, on a choisi que c'est dans le fond, il y a comme son conseiller, que lui, c'est lui qui contrôle tout ce qui se passe alentour du maire, puis le maire, ben dans le fond, il est pas mieux. Puis c'est ça, je trouve que ça aurait été pas pire si ça aurait été l'influence du slime qui aurait. Puis qu'il aurait fallu que les chasseurs de fantômes trouvent une manière de sortir de cette influence-là d'une manière. Mais c'est ça, tu sais, là, le conseiller réussit à les envoyer à l'asile sans poser de questions, tout ça. C'est un petit peu ridicule, tu sais. Je veux dire, dans un épisode de Real Ghostbusters, je suis certain que ça, tu peux faire ça dans un comic, mais là, tu sais, dans un film live action, bon, tu sais, c'est comme, quelque part, ça ni queue ni tête. Éventuellement, ben, tu sais, comme le mal... ben, est déchaîné là, dans la ville. Il y a des fantômes qui se mettent à apparaître comme un gros monstre là, qui apparaît là, au milieu de New York. Tu as une scène qui avait été supposément écrite pour le premier film qu'on n'a pas faite, là, où il y a une madame qui se promène avec son manteau de fourrure, puis que là, parce qu'elle met les pieds dans le slime, ben son manteau de fourrure devient comme plein de créatures, tout ça. En tout cas, on avait cette scène-là supposément écrite pour le premier film, puis ben, cette idée-là. Puis qu'on a réutilisé, on a recyclé pour le film aujourd'hui. Puis on a une autre scène, on a le Titanic, là, bien sûr, qui revient au port. Ça, là, je la trouvais drôle un peu aussi, là, avec, on a un des deux, Cheech and Chong, là, qui est là, je pense que c'est Cheech qui est là au port. Puis c'est ça, je veux dire, ils voient bien des affaires, eux autres, là, dans le film, là, c'est le... Ils vont voir aussi la statue de la liberté là, traverser là, le fleuve. Là, c'est drôle un peu. Cette partie-là, celle-là, je l'ai trouvé bien drôle. Mais c'est ça, fait que pendant ce temps-là, ben, Yanosh, lui, il va savoir transformer en fantôme. Il va avoir, il y a un fantôme qui va avoir réussi à ouvrir la fenêtre pour Oscar. Oscar va savoir promener là, sur le bord de la bâtisse. Puis c'est ça. C'est comme s'il y a un fantôme qui a ouvert la fenêtre, mais Yanosh, il s'est transformé en fantôme, mais on voit clairement qu'il reste un humain tout le long. Ben oui, il y a une scène où que lui, il avait été voir Dana à son appartement, puis il y avait comme les yeux qui... c'était comme des lumières là, de voiture, quelque chose de même, puis il pouvait voir dans le noir. Mais là, le fait qu'il se transforme en fantôme, puis dans le fond, il est genre en nounou, quelque chose de même. Je sais pas pourquoi, quelque part. Il aurait dû le faire avant, là, rendu là. Ou, il aurait dû être là au moins. C'est lui qui ouvre la fenêtre, ben, qu'il le prenne. Là, je veux dire, c'est comme pour qu'on sache que c'est Yanosh, puis que Dana elle se lance à la retrouver Oscar au musée, puis que finalement, ben, elle est enfermée là. Qu'il y a du slime là, qui couvre toute la bâtisse là, une fois qu'il est rentré là. Mais c'est ça, tu sais, Yanosh qui avait pris l'entente là, dans le fond de pouvoir garder la mer. Tu sais,
Puis, tu sais, dans le fond, que Vigo garde l'enfant, puis, tu sais, ben, dans le fond, que lui, il soit comme Ronnie, quelque chose de même, là, qui va avoir eu sa renaissance dans Oscar, ben, tu sais, qu'il va pouvoir être comme ses parents, ça va être Janosch et Dana, là. Tu sais, c'est comme... C'est complètement ridicule. Vigo, dans le fond, l'acteur... Willem von Homburg. Ça a l'air que j'en ai parlé là, que j'ai fait Die Hard, justement. C'est peut-être pour ça que j'avais Die Hard dans la tête tantôt. Là, mais en tout cas, ça a l'air qu'il faisait quelqu'un là, dans ce film-là. Lui, en bout de ligne, là, son anglais, il cassait pas mal. Fait qu'il a été doublé là, par Max von Sydow pendant tout le film. Puis ça a l'air que pendant qu'il écoutait le film, là, il ne savait pas qu'il allait être doublé. Puis finalement, ben, une fois qu'il était à la première du film, ben une fois qu'il s'est rendu compte qu'il a été doublé, il s'est levé puis il a foutu le camp là, du cinéma. C'est quand même poche un peu, là, à quelque part, là, de savoir que tu as été doublé puis qu'on ne te l'a pas dit. Là. Mais il y a tellement de choses qui sont faites puis tout ça. Le gars dans sa salle en train d'éditer le film, il fait des choix puis tout ça. Puis là, je comprends qu'il peut peut-être pas appeler tout le monde, il va dire, regarde, je vais te doubler, quelque chose de même. Là. Aujourd'hui, ils peuvent envoyer des textos, des affaires de même, ils peuvent envoyer des courriels, des affaires de même. Là. Mais bon, c'est à l'époque, là, le gars, il fait le montage, puis l'accent sortait mal, quelque chose de même, puis ils ont décidé qu'ils l'ont doublé. Ça reste quand même quelque chose, là, pour l'acteur, que lui, il y a une performance là-dedans, puis qui se fait doubler, là, je veux dire, c'est comme ils viennent de trafiquer son travail, c'est chiant un peu. Honnêtement, là, je trouve ça plate un peu pour l'acteur, pareil. Mais bon, fait que là, ils ont, c'est ça, Oscar kidnappé, ils ont kidnappé aussi Dana, puis finalement, ben c'est ça, avec tout le chaos, là, il y a genre plus de 3000 plaintes, puis dans le fond, le chaos règne sur New York. Fait que le maire se dit, bon, ben là, c'est le temps qu'on appelle les chasseurs de fantômes. Ça a l'air qu'il y avait une scène avec le cousin de Lewis qui était joué là, par Eugene Levy, qui devait, comme que lui travaillait là, à l'asile, puis que dans le fond, il faisait sortir aussi, mais en bout de ligne, ben, c'est ça, le maire, il sort aussi. Là. Il y a beaucoup d'affaires, des scènes qui ont été refilmées, ou des scènes pour faciliter là, le scénario. Il y a beaucoup d'affaires de même là, aussi là, pour il y a des scènes qu'on devait mettre des effets spéciaux puis qu'on a décidé là, de juste couper parce que on n'avait pas le temps là, de faire les effets spéciaux, couper les frais et les affaires de même. Là. Mais éventuellement, ben, c'est ça, les chasseurs de fantômes se ramassent devant le musée là, qui est tout englobé là, de slime. Puis, ça fait vraiment penser au blob, là, honnêtement, là, à la toute fin, là, le gros blob, là, ben, je veux dire qu'il s'est atterri sur une bâtisse, là, mais je trouve que ça fait vraiment ça. Le conseiller là, du maire, on a une scène supprimée là, qui sera faite ramasser là, par le slime à cet endroit-là. Tué ou pas, là, mais genre, il y aurait eu juste ses souliers qui auraient resté là, mais... Bon, dans le post générique, on voit qu'il est quand même survécu, quelque chose de même. Là. Je pense qu'il n'y a personne qui meurt. C'est ça un peu dans les deux films. Hein? C'est comme, c'est la grosse menace, mais il n'y a personne qui meurt de ces fantômes-là. Je veux dire, c'est ça un peu. Je veux dire, il n'y a pas personne ne meurt. Mais bon, fait que... Et ils se rendent compte là, que c'est comme tout du mal qui est comme concentré là, sur le musée. Puis, je trouve comme l'idée de ça, c'est une bonne idée, à quelque part, juste le symbole des affaires de même, de trouver quelque chose là, pour représenter là, le bon, tout ça. Puis, ils vont penser à la Statue de la Liberté. L'idée est bonne, mais tellement ridicule. Je veux dire, faut pas penser à ça. Je veux dire, c'est ça, quelque part. Je veux dire, apporter la Statue de la Liberté, je veux dire, commencer à slimer les jambes pour pouvoir se rendre là. C'est ça, je dis. L'idée est bonne. Je veux dire, j'aime ça, à quelque part, mais
je veux dire, c'est ridicule, ça tient pas, ça n'a ni queue ni tête, là, je veux dire, d'amener la Statue de la Liberté. Tu sais, c'est comme, bien sûr, on avait Bidabom Chamel à la toute fin du premier film, puis là, ben, on a la Statue de la Liberté là, qui est là dans les rues de New York. Tu sais, dans mon livre de Making of, là, je veux dire, on voyait l'acteur, tout ça, puis toutes les bâtisses en miniature, tout ça. Il y avait un acteur qui était là pour faire la statue, tout ça. Il y a plusieurs affaires qu'on voit là, dans ce livre-là, là, puis que j'aurais aimé ça pouvoir refeuilleter. Puis, je veux dire, c'était juste le fun. Comme plus tôt, on avait Dana qui voulait prendre un bain avec Oscar, puis dans le fond, c'était juste un petit bain là, de genre 8 pouces, puis c'est comme une main qui passait en dessous avec un, au travers, là, c'était comme tout moulant là, ou quelque chose de même. Là, c'est tellement loin, là, ça fait au-dessus de 30 ans là, que j'ai vu ce livre-là, fait que je me rappelle pas du tout, mais je vois avec mes mémoires que c'était vraiment juste une main qui était là, puis dans le fond, on a surimposé là, toutes les affaires, mais c'était pas gros, là, tout la baignoire avait été recréée là, sur une miniature qui était à peu près genre 12 pouces, là, quelque chose de même, puis il y a juste une main là, qui était là pour la baignoire. Là, c'est ça. C'était des affaires là, que je me rappelle du livre, puis c'est ça, la Statue de la Liberté avec un acteur qui était dedans, puis qui se promenait là, dans les rues. Puis on a tout surimposé ça, là, mais je dirais que le travail de matte painting est beaucoup mieux là, dans le deuxième film. Là. C'est sûr qu'on est 5 ans plus tard. On a le visuel du film, là, j'ai pas rien à dire contre là, pour la générale. Là. Généralement, tout est quand même correct. Tout est mieux techniquement là, que le premier film. On a une meilleure technologie. Puis ça paraît. Je veux dire, j'ai pas rien du tout à dire contre les visuels du deuxième film. Là, comme que j'avais rien à dire sur le premier film, là, je veux dire, en tant que tel, j'ai pas de problème. Mais c'est ça, tu sais, puis mais c'est ça. La Statue de la Liberté, elle, c'est quelque chose, là, c'est complètement ridicule. Je veux dire, puis surtout, on voit la Statue de la Liberté là, dans le générique de fin, qu'il aurait fallu qu'elle saute genre la moitié de sa taille dans le fond pour atterrir à terre pendant qu'elle traverse le fleuve là, entre Liberty Island et New York ou Manhattan. Il faudrait pas. Il faut que le sol soit correct, là, qu'il n'y a rien qui bloque là, la statue ou que tout d'un coup il n'y a pas une crevasse à quelque part puis que la statue elle tombe au fond encore plus creux, quelque chose de même. Faut pas penser à ça. Là, mais, tu sais, dans le premier film, je parlais là, que Bidabom Chamel, à la toute fin, me faisait penser à King Kong 76 qui montait là, la bâtisse à la toute fin. Ben, dans le même film, on a King Kong qui traverse justement le fleuve entre deux rives de New York. Puis on a pas mal un peu le même plan aussi. Quelque chose qui me faisait encore penser à King Kong 76. Mais c'est ça. Éventuellement, nos Ghostbusters arrivent avec leur symbole de liberté, de bonté, tout ça. Le monde sont en arrière de ça. C'est un peu l'idée. C'est grandiose. C'est n'importe quoi, mais j'aime ça. Honnêtement, je trouve que juste avec cette idée-là profonde de rapporter comme le bonté, tout ça, que le monde sont en arrière, je suis pas sûr que j'aimerais ça être là à côté. Je veux dire que je suis pas sûr que même la statue est capable de porter le poids, comme le ciment. Je comprends qu'il y a probablement du métal, des affaires de même dedans, mais je suis pas sûr que la statue, elle s'effondrerait pas. Excusez-moi. Mais c'est ridicule. Mais le slime, je me dis, ils font comme un aura magique. Même s'il y a un trou dans le fond du fleuve, ben, tu sais, que le pas magique, là, mais tu sais, il fait comme un genre d'aura puis de alentour qui fait que, tu sais, il peut le faire, là, tu sais, puis qui fait comme assouplir tout le ciment, tout ça. C'est comme ça que j'y vais avec ma tête, puis que je veux dire, pourquoi ça a un peu de sens, là, pour genre 3%, là. Mais bon, fait que éventuellement, ben, on a la cérémonie là, de genre de transfert d'âme où ce que Janosch a installé genre à peu près 300 chandelles alentour là, de tous des cercles là, pour faire un rituel. Là. Moi, j'aimerais bien ça, savoir, là, juste avoir la scène supprimée de Janosch qui est là en train d'installer toutes les chandelles là, dans cette scène-là, tout seul.
J'espère que c'était à la fin de semaine, tu sais, quelque part, là, parce que je veux dire, si, mettons, il a réussi à faire ça là, à 4 heures, quand tout le monde est parti, ben, moi dire, il a travaillé pas à peu près là, pour installer toutes ces chandelles-là, puis toutes les timers, quand même, pour qu'ils soient tous au même niveau là, de brûlure, là, puis sûrement qu'ils ne prendraient pas là, des chandelles au LED, là, pour pouvoir faire un rituel là, de transfert d'armes. Là. Fait que je me dis, c'est toutes des vraies chandelles. Là. Ok, c'est ridicule ce que je m'en vais. Mais c'est ça, tu sais. Fait que éventuellement, ben, on a le rituel. Puis que là, tout d'un coup, ben, avec l'arrivée de la statue, ben, commence à faire éclaircir le toit là, du musée. Puis qu'il n'y a pas autant de mal qui les entoure. Puis finalement, ben, ça brise un peu tout le rituel où ce que Vigo, ben, c'est ça, il n'y a pas toute l'emprise là, sur le transfert. Nos Ghostbusters ont réussi à faire un trou dans le toit, puis ben, dans le fond, ils rentrent par le toit vitré. Puis, tu sais, dans le fond, c'est toute la finale. Là, là on avait vu là, que justement, pour pouvoir mettre le slime tout dans les pieds de la statue, que là, ils ont un nouveau. Une nouvelle affaire avec eux autres. Là, c'est un projeteur de slime. Puis, c'est ça, dans le fond, c'est comme. On va apprendre par la suite que le slime, il est chargé positivement au lieu de négativement. Puis c'est pour ça qu'ils peuvent s'en servir contre les forces du mal. Je trouve ça le fun parce que je pense que c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment remarqué là, dans tous mes visionnements initiaux. Puis je me posais tout le temps par la suite là, la question pourquoi tu utilises tu combats le feu par le feu, mais ça n'a pas de sens point de vue physique. Là, t'arrêtes pas un feu en tirant du lance-flamme. Là, je veux dire, si tu fais pas ça. Là. Mais c'est ça, fait que. Ils vont réussir à tasser Yanoche tout de suite. Là, ils vont justement l'asperger là, de slime positif. Suite à ça, ben ils vont s'attarder là, à Vigo, essayer de le régler. Mais c'est ça, je veux dire, c'est très petite échelle. Éventuellement, Vigo va devenir va être semi-pointé à quelque part. Là, il va devenir un peu physique. Il va débarquer du tableau. Il va être capable de ramasser Oscar, mais pourquoi qu'il est plus capable qu'avant? Je comprends qu'il y avait peut-être toute la bâtisse qui était couverte de mal, là, mais je sais pas. C'est comme là, parce qu'on est la finale du film, il faut qu'il y ait quelqu'un à confronter. Mais bon, finalement, ben, on essaie là, de le tirer là, avec le rayon à protons. Puis finalement, ben, lui réussit à les retourner là, contre nos 4 chasseurs de fantômes. Puis nos 4 chasseurs de fantômes sont immobilisés là, pendant un bon bout. Puis c'est ça, à quelque part. Je veux dire, éventuellement, ben, ils réussissent à se décoincer. Puis Ray va devenir possédé. Puis finalement, ben, ils vont carrément là, réussir quand même à se débarrasser de Vigo. C'est très expéditif. Là. J'ai pas timé, là, mais je suis pas vraiment sûr qu'en 5 minutes, tout est réglé. C'était pas vraiment plus long dans le premier film, mais ça paraissait au moins un peu plus grandiose. Là, c'est juste comme tout petit à quelque part. C'est juste un peu, on parle, puis j'ai pas nécessairement trop... Je m'attends pas à peut-être la grosse scène d'action, mais au moins que ça l'aide du poids. Puis malheureusement, Vigo, il aurait dû avoir un bidabum chamel quelque part. Mais on n'a pas ça. On a juste Vigo qui arrive juste avec sa présence. Je sais pas. Il fallait que peut-être qu'il se transforme en gros monstre, comme qu'on avait vu là, dans les rues de New York, qu'on ait quelque chose de même, qu'on ait un combat, pas juste un combat là, de parler, jusqu'à Bill Murray va arriver, puis qu'il va juste insulter Vigo, comme qu'il a fait depuis le début du film, puis qu'éventuellement, ben, ça casse un peu là, la dynamique, tout ça. Mais c'est sûr. Pendant ce temps-là, ben, on a Louis que lui va essayer là, d'aider les gars en trouvant un habit là, de chasseur de fantômes. Il va prendre l'habit à Egon Spengler, qui est probablement le chasseur de fantômes le plus grand,
quand lui, il doit mesurer à peu près 4 pieds, 7 pouces. Tu sais, en tout cas, c'est drôle à voir quelque part, mais bon, peut-être qu'il roule un peu ses pantalons pas mal, puis pas mal ses manches, là. Mais tu sais, on le voit sortir, puis il devait avoir une scène où il réussit à... Puis je pense que c'est sur le Blu-ray aussi, là. Ça, j'ai vu quelque chose, tu sais, elle n'est pas finalisée la scène, mais il réussit à attraper Slimer. Slimer, c'est ça, on le voit dans le film, ben c'est sûr qu'on y pensait beaucoup à cause de justement là, la série télévisée qu'on voulait amener Slimer encore dans le film. Puis, tu sais, on va lui donner juste 2 scènes. Dans le fond, il va y avoir quasiment une collaboration avec lui et Louis, finalement. Que, tu sais, dans le fond, c'est Slimer qui va conduire un autobus pour amener Louis au musée. Mais, tu sais, il me semble que c'est ça qu'il aurait dû faire. Tu sais, qu'à quelque part, c'est lui qui arrive, je ne veux pas dire pour aider les gars, mais tu sais, il y a quelque part qui fait quelque chose, puis que c'est la distraction qu'il y avait besoin pour que les gars puissent prendre le dessus sur Vigo. Tu sais, c'est comme là, il arrive, puis il fait juste ridicule à quelque part, où il essaie là, de tirer sur encore le blob alentour du musée, puis que c'est comme si, mettons, c'est lui qui réussit à faire tout élever, là, faire partir le blob, lui, avec son seul rayon à protons. Mais c'est ça, tu sais, il devait avoir quelque chose. C'est comme on ne savait pas quoi faire avec Louis. C'est comme on couperait toutes ces scènes, mis à part dans voyons, la cour au début du film, puis tu sais, on verrait même plus vraiment le fait qu'il est là. Peut-être un peu là, dans le fait qu'il y a le gardiennage, mais tu sais, en tout cas, on pourrait quasiment tout le couper, malheureusement. Mais c'est ça, fait que en bout de ligne, ça finit assez sec, rendu là. Puis je pense que c'est correct, honnêtement. Tu sais, au moins, il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de temps où j'arrive et je me dis, bon, mais là, ça commence à être long, tout ça. Tout avance pareil. Fait que c'est pour ça qu'au moins, c'est pas une lourdeur comme finale. Tu sais, mais c'est tellement court. C'est comme il arrive, puis je veux dire, blablabla entre Vigo et Bill Murray, puis après ça, ben, il la retourne dans la peinture. Puis Vigo, je veux dire, en disparaissant de la peinture, puis avec tous les protons, puis le slime positif, ben ça fait une nouvelle peinture où on a nos 4 chasseurs de fantômes avec Dana et le bébé. Puis en tout cas, ça n'a aucune tête, encore une fois. Ça se tient pas du tout, mais bon. Fait que c'est peut-être que Vigo, juste avant de partir, il a comme tout remixé la peinture, tout ça, parce que là, il était tout aspergé de slime positif, puis il est devenu super positif, même si on avait appris pendant le film que c'était un meurtrier maniaque, puis il faisait toutes sortes d'affaires là, cruelles à ses victimes, t'sais. Mais c'est ça, fait que il était malheureusement à sa fin, ben, peut-être qu'il était rendu super gentil. Puis c'est sûr qu'on va apprendre aussi avec Ray que lui est aspergé de slime positif, qui est super bien de bonne humeur. Puis Yanoche aussi, là, je veux dire, c'est correct pour la finale, là, en savoir qu'est-ce que le slime lui fait, qu'ils sont tous bien heureux. Puis le film finit sur cette note-là. On essaie de faire un peu comme dans le premier film avec le montage quand ils sortent de l'endroit où que le monde crie Ghostbusters, puis tout ça, sont tous bien contents, mais on coupe ça sec, quelque part, on monte ça avec des extraits du film, des scènes supprimées, des bloopers, un peu n'importe quoi. Encore Harold Ramis qui fait des sourires partout, qui me tombe sur les nerfs rendu là, parce que justement, c'est comme contre le personnage, mais il y a beaucoup de bloopers. Je veux dire, on veut nous montrer qu'on a eu vraiment du fun à faire le film. Je le crois, en tant que tel, même si le film, le calendrier était bousculé. Je pense qu'ils se sont vraiment amusés sur le set. Puis on le voit avec ces scènes-là. Puis on suppose aussi que la statue a été ramenée à sa place parce qu'il y a une des scènes qu'on voit que la statue est tombée sur le côté. T'sais, on voit la tête de la statue avec la foule à côté. Fait que naturellement, elle tombait sur le côté éventuellement. Mais bon, fait qu'on a réussi à la ramasser avec quelques cordes puis la ramener là, sur Liberty Island pour en tout cas pour un Ghostbusters 3 qu'il va peut-être ou peut-être pas, en tout cas on va reparler là, quand on va parler d'Afterlife, est-ce que c'est le 3 ou si je veux dire c'est quelque chose de séparé tout ça, là, mais en tout cas ce qu'on aurait peut-être pensé à l'époque, s'en aller vers un 3e film.
Alors, en conclusion, ben, tu sais, c'est un film, il est inférieur au premier film. Tu sais, maintenant, c'est évident pour moi que c'est un film qui est très, très inférieur. J'ai regardé mes cotes sur IMDb, je les avais cotés à l'époque. J'avais mis 8 pour le premier film, puis j'avais mis 7 pour le deuxième film. Mais tu sais, c'est pas. C'est quasiment comme si ça la cote le premier film, là, mais tu sais, ça la cote vraiment pas le premier film. C'est pas une déception totale. C'est un 2 standard en bout de ligne. C'est un film que je suis capable d'endosser, pareil. Tu sais, parce que justement, tu sais, c'est correct, là, tu sais, mais il manque de saveur. Tu sais, je veux dire, il manque de plus. Je veux dire, il aurait fallu qu'ils y pensent plus. Ils n'ont pas eu assez de 5 ans pour y penser, pour mijoter le film. C'est parce que pendant plusieurs années, justement, il n'était pas en priorité. On devait penser, on pensait pas le faire quasiment, puis c'est éventuellement qu'on est arrivé. C'est comme on y pense pas, on le met de côté, puis tout d'un coup, on dit hey, là, il faut le faire, parce que là ça presse, on manque d'argent, puis on l'a fait là, à la dernière minute. C'est comme, tu sais, le papier au secondaire que tu dois faire, la recherche que tu fais, là, qui est due, genre, tu sais, au mois de septembre que tu vas avoir ta recherche à faire qui est due au mois de mars, mais que tu vas le faire à mi-février, là, au complet, là, tu sais. Fait que, tu vas comme toute la bousculer, puis tu vas la botcher rendue à la fin. Puis c'est ça que ce film-là paraît à la toute fin. C'est pas que le monde a été pressé, tout ça, pour le faire, qu'ils se sont pas amusés, tout ça. Parce que c'est ça une affaire que c'est comme la damnation du film en même temps, puis c'est une bonne affaire aussi d'un côté. C'est le fun que, je veux dire, qu'ils se sont amusés, puis ça l'aide un peu dans le ton pour justement qu'on voit n'importe quoi à l'écran. Ça l'aide pour ça. Sauf que de l'autre côté, ça fait qu'on prend rien au sérieux. Puis, tu sais, dans une comédie, des fois, c'est ça. Quand tous les acteurs sont trop là à faire le ridicule, puis à penser, puis à savoir qu'ils sont ridicules, ben ça l'enlève l'impact. Mais quand les acteurs, des fois, justement, ils prennent les choses au sérieux, mais la situation est ridicule, ben c'est là que ça devient drôle. Mais là, je veux dire, tous les éléments sont faits que je peux pas considérer ça, même si c'est techniquement peut-être une comédie de science-fiction ou d'horreur, quelque chose en même. Je veux dire, je le trouve plus drabe que le premier film. Puis, tu sais, des fois, moi, je pouvais sourire un peu dans le premier film, des affaires de même. J'ai pas du tout envie. Je trouve ça le fun qu'ils se sont amusés, mais je trouve que le film en souffre, malheureusement. Mais, tu sais, je vais endosser le film à un verre, mais beaucoup moins que le premier film. C'est malheureux, mais je suis content là, de voir un peu quelque chose que j'ai jamais vu pendant plusieurs années. C'est quoi qui marche pas avec le film, puis de le comprendre. Je veux dire, c'est négatif, comment que ça sonne, mais j'essaie de comprendre pourquoi que ce film-là est mal. Ben, je ne vais pas dire mal aimé, parce que c'est ça, à quelque part, il est reçu correct. Puis je comprends, puis je vais suivre avec le monde rendu là. Je ne suis pas nécessairement un défendeur maintenant du film. J'étais peut-être un peu plus à l'époque. Bien sûr, je le voyais avec mes yeux d'enfant, mais à voir le film aujourd'hui, je trouve que il y avait du potentiel à juste des petites affaires, mais on s'est dépêché un petit peu trop pour le faire à la dernière minute. Quand on aurait pu juste repousser la sortie, je comprends que le temps pressait, mais avoir poussé là, de 6 mois ou quelques mois à la fin de l'été peut-être, on aurait pu faire un film qu'il y avait juste avec encore quelques petites affaires, faire un film là, qui aurait été beaucoup, peut-être pas à côté du premier film, mais qui aurait été beaucoup supérieur à ce qu'on a apporté là aujourd'hui. Pourtant, avec les tests, là, un screen test qu'il avait fait au début, c'est ça, on a ajusté beaucoup d'affaires en refilmant, mais c'était, je veux dire, il y avait encore des choses encore à ajuster, malheureusement. Puis c'est assez pour faire un verre, puis il y a des choses que je suis content qu'ils ont faites, mais quelque part, là, le film aujourd'hui, là, c'est nettement là, inférieur au premier film. Puis avec le succès mitigé du film, dans le fond, c'est pas mal à partir de là que on va avoir repensé puis qu'on va avoir poussé. On pensait qu'on avait peut-être une mine d'or, mais finalement, c'est pas ce qu'on a eu là, avec la réception du film. Que finalement, sur son budget là, de 30 à 40 millions, qui aura récolté 215 millions. Bon, c'est de l'argent, mais c'est pas... le premier film à l'époque étant
le film, la comédie la plus rentable de l'histoire, ben là, c'est ça, tu sais, on était genre le 8e film le plus rentable de l'année. Fait que, tu sais, c'est quelque chose que c'est de la déception qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le produit qu'on pensait qu'on avait. Mais tu sais, le produit, c'est eux autres qui le font. Tu sais, je veux dire, si tu fais le monde ne va pas gober tout qu'est-ce qu'ils produisent. C'est ça qui est plate un peu des fois d'Hollywood, c'est qu'ils pensent qu'à cause qu'ils mettent quelque chose dessus sur un échantillon, ben tu sais, ils vont mettre une face sur quelque chose, puis ils vont se dire, ben cette face-là va vendre, tu sais. Mais il faut qu'ils sortent un produit qui est à la hauteur de ce qu'ils veulent montrer. Tu sais, ils veulent montrer Ghostbusters, mais ayez un produit qui vaut à Ghostbusters. Ben, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Ça, il faut le donner. C'est sûr que, tu sais, les suites, oui, on en faisait beaucoup, des suites, mais, tu sais, c'était pas encore le phénomène que c'est aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, je pense qu'on a... J'hésite à dire craquer le système de la suite. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, ce que j'aime qu'on n'a pas fait justement aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas, on n'était pas dépendant du premier film. On n'a pas tout le temps des clins d'œil comme qu'on fait aujourd'hui avec le Bidabom Chamel, là, le Stay Puft de Marshmallow Man. Tu sais, on n'a pas besoin de tout le temps d'avoir des clins d'œil au premier film. Tandis qu'aujourd'hui, on fait une suite. C'est sûr qu'on va chercher plein d'éléments de toute la franchise ou des affaires de même. C'est tout le temps des clins d'œil un peu partout. Le film aujourd'hui, si malheureusement ce qu'il a pris du premier film, c'est d'essayer de calquer son scénario avec des éléments clés dans le film pour faire avancer l'histoire. C'est beaucoup les mêmes affaires, mais quelque part, ben c'est ça. Au moins visuellement, c'est pas toujours en train de nous faire des clins d'œil sur le premier film, mis à part de ramener beaucoup d'acteurs du premier film. Si ça forme peut-être de le faire. Puis, tu sais, au pire, on aurait pu prendre des notes à l'époque, de se dire, ben, tu sais, faire trop de caméos pour rien, ben, c'est peut-être pas la meilleure manière là, de tout le temps faire une suite, mais, tu sais, en tout cas, c'est qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut des Stay Puft qui apparaissent un peu partout? Tu sais, peut-être en tant que tel, là, juste des clins d'œil, tu sais, on a Slimer puis, qui se rajoute à ça. Mais c'est quasiment tout, mis à part les acteurs là, qui reviennent, mais qu'on essaie de faire quelque chose. C'est pas des clins d'œil en bout de ligne, c'est des acteurs ou c'est des caméos, des affaires de même. Mais c'est ça, justement. Il fallait justement lui trouver une raison d'être là dans le film d'aujourd'hui. Comme le personnage de Louis, Rick Moranis, ou même Janine, à quelque part, de la ramener. Puis, tu sais, dans le fond, on force une histoire d'amour entre ces deux personnages-là. On dirait que Janine, elle a perdu un peu de QI, là, entre les deux films, là, tu sais, en tout cas, c'est ça un peu, là, je veux dire, on est là un petit peu aussi pour, justement, là, plaire aux enfants. Puis, c'est pas nécessairement une mauvaise affaire, mais les enfants de 1984 sont rendus des adolescents, rendus peut-être même adultes. Fait que c'est eux autres qui attendaient la suite aussi. Fait que c'est ça un peu que pourquoi pas avoir fait le film aussi pour ce peuple-là, quand dans le fond on a fait le film là, pour les enfants qui écoutaient The Real Ghostbusters. Moi compris, mais c'est ça qui fait que quand tu suis de Ghostbusters 1 à Ghostbusters 2, ben ça donne une claque au visage. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, ben, on va compléter là, la deuxième trilogie là, du début. Ben, pas la deuxième, mais dans le fond, la suite là, de la première ère là, de la planète des singes, que moi j'appelle une trilogie. Dans le fond, là, le 3, le 4, le 5, c'est pas mal une trilogie qui se ferme ensemble. Dans le fond, les deux premiers films, c'est comme une histoire, puis le 3, 4, 5, c'est une autre histoire, même si c'est le même univers, là. Ils font la suite du deuxième film, mais ça va être ça la semaine prochaine. Dans le fond, ça va être le troisième film, le quatrième film un peu plus tard dans la semaine, puis le lundi suivant, là, ça va être le cinquième film. Fait que sur 2 semaines, ça va être 3 films de la planète des singes. Si j'ai le temps, je vais peut-être essayer là, d'écouter là, la série télévisée. Ça, c'est vraiment si j'ai le temps. Là, en tout cas, sinon, ça va être peut-être avant le remake ou après le remake. Je ne sais pas, mais je veux vraiment l'écouter, là, cette série télé-là. Mais on va mettre en pause là, pour quelques semaines Ghostbusters pour finalement revenir avec le remake de 2016.
Puis éventuellement revenir avec Afterlife. Puis ensuite de ça, avec le nouveau film qui est cédulé pour sortir, je pense, la mi-mois de mars, je pense. Mais c'est ça. Ça va être encore dans un bon bout d'aujourd'hui. Fait que si vous avez aimé ce que vous avez entendu aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre un pouce, un cœur, puis n'importe quoi d'autre dans le fond là, pour donner votre support au podcast. Ça l'aide beaucoup pour la visibilité, pour republier le post, n'importe quoi. Je veux dire, tout ce que vous pouvez faire dans le fond pour interagir avec les publications que vous voyez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et Instagram, ça l'aide beaucoup pour le podcast. Fait que je vous invite à juste interagir avec les publications. Puis même dire qu'est-ce que vous avez trouvé là, sur le film, là, la question de la semaine, là, dans le fond, là, y répondre des fois. C'est toujours intéressant. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, si vous avez un problème de fantôme, vous savez qui appeler. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Viggy, you have been a bad monkey. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. En espérant vous voir au prochain épisode. We need something that everyone in this town can get behind. We need a symbol. Something that appeals to the best in each and every one of us. Something good. Something decent. Something pure.